Depuis l'évolution des échecs dans sa forme moderne, dans le XVe siècle, et sa popularisation, grâce à l'invention de l'imprimerie, qui a vu Lucena écrire le manuscrit de Göttingen, avec déjà des idées tout à fait intéressantes et pertinentes, on peut certes étudier les échecs seuls. Cependant, l'objectif reste bien souvent d'affronter un adversaire, un autre que soi-même, pour que deux volontés, deux esprits s'affrontent. Avec le développement des techniques de communication à distance, on a pu s'affranchir d'un problème. Comment trouver des adversaires à notre hauteur? Soit parce qu'on est dans un trou perdu, soit parce qu'on est tout simplement plus fort que notre entourage. Et dans certains cas, cela a aussi permis de faire affronter deux joueurs qui ne pouvaient se déplacer au même endroit, à l'image de Bobby Fischer participant au mémorial de la Havane à Cuba en 1965, sans y mettre le pied, étant interdit d'accès par le gouvernement américain. Mais on ne peut réduire le jeu par correspondance à de simples parties en différé. On peut, certes, et c'est ce qu'on va voir ensemble, utiliser les parties en différé par correspondance pour augmenter son niveau et surtout améliorer son processus de réflexion. Mais on peut aussi l'utiliser simplement par plaisir. Mais c'est presque un jeu différent lorsqu'on se rapproche de l'association des joueurs d'échecs par correspondance, l'AGEC. Il existe effectivement une organisation spécifique au jeu par correspondance, avec sa fédération internationale et ses fédérations par pays, ses propres titres de maître et grand maître, ainsi que son championnat du monde. À l'époque, c'était un véritable travail de recherche, muni des ouvrages les plus pointus pour tenter de battre l'adversaire. Aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs, cela reste intéressant. Ce n'est pas comme, on pourrait le croire, juste laisser les ordinateurs tourner jour et nuit. Car oui, on a le droit d'utiliser les ordinateurs lors des parties par correspondance au sein de la Fédé. Non, c'est vraiment une alliance entre l'humain et l'ordinateur. Donner les bonnes indications à l'ordinateur, réfléchir en profondeur à des variantes. Bref, c'est une manière d'appréhender les échecs assez différent du jeu classique. Et souvent, les grands noms du jeu par correspondance ne se mouillent pas auprès des grands noms du jeu classique et inversement. C'est presque deux mondes parallèles, presque deux jeux différents. Voilà pour ce qui est de l'AGEC, l'association des joueurs d'échecs par correspondance, et de l'ICCF, l'International Correspondence Chess Federation. Dans notre cas, nous allons utiliser l'eChess pour jouer des parties en correspondance afin de servir trois objectifs. Se construire un répertoire d'ouverture, améliorer son processus de réflexion et identifier nos lacunes en finale. Sur l'eChess, l'assistance d'un moteur d'analyse est interdite lors des parties par correspondance. Par contre, on a le droit d'utiliser les bases de données et les livres. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser le mode partie par correspondance sur l'eChess? Avantage, on a le temps d'aller en profondeur. C'est un outil puissant pour améliorer ce niveau de jeu en partie classique si on suit la bonne méthode. Les parties peuvent ensuite être analysées et reflètent bien nos forces et lacunes. Dans les inconvénients, on peut avoir du mal à se replonger dans la partie et du coup faire des erreurs qu'on ne ferait pas dans une partie classique. Et un autre inconvénient, tout simplement d'oublier qu'on a une partie en cours et perdre au temps. Alors, comment lancer une partie par correspondance sur l'eChess? Donc, on va voir. Alors voilà, ici, on est sur l'eChess. Alors, moi, j'aime bien le mettre en mode noir. Vous voulez peut-être en mode blanc avec un fond blanc, mais c'est la même chose. Ok, donc une fois que vous vous êtes connecté, bien évidemment, il faut avoir un compte. Voilà, on a ici appareillement rapide, salon, correspondance et les parties en cours si vous en avez. Et donc, on va sur correspondance. Il y a une certaine logique. Ici, on voit les propositions. Les joueurs qui font des propositions. Le mieux, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur créer une partie. Variante, c'est standard. Ça, c'est simplement, c'est pas simplement, justement, rester en standard. Sinon, c'est Chess 960, Atomic, bref, c'est des modes de jeu totalement loufoques. Ça nous intéresse pas pour le moment. Donc, variante standard. Et c'est la cadence. Temps réel que vous connaissez. Illimité, je vous déconseille, parce que si votre adversaire disparaît du globe, la partie ne va jamais s'arrêter. Donc, correspondance, jour par coup. Là, comme on souhaite utiliser les échecs par correspondance pour progresser, je vous conseille de mettre au minimum 5 jours par coup, voire 10. Pourquoi?
Tout simplement qu'en dessous de 5 jours, je trouve que c'est un peu court. Parce que il y a des moments, il y a des week-ends où on n'est pas là. Donc pendant 3 jours, 4 jours parfois, on n'a pas le temps de se poser. Et comme là, c'est vraiment important d'être concentré sur nos parties. Voilà, 5 jours, ça me paraît le minimum. Mettez à 10 si vous voulez être tranquille. En classé, bien évidemment. Le classement de vos adversaires, ça c'est important. C'est important que ce soit un elo proche du vôtre. Donc si vous n'avez jamais fait de partie par correspondance, vous avez encore un elo estimé. Donc, les premières parties seront peut-être trop difficiles ou trop faciles. Ça ne fait rien et vous allez passer par ce stade-là. Mais mettez un classement vraiment proche de votre elo et je vous conseille même de baisser un petit peu. Là, je mets moins 100 et plus 200. Comme ça augmente la probabilité d'avoir des gens un peu plus forts que moi. Et ici, évidemment, si on veut mettre en couleur aléatoire ou avec les blancs ou les noirs. Et là, vous voyez, ma partie, elle apparaît. Donc, à un moment donné, quelqu'un va cliquer dessus. Ça peut prendre quelques secondes, ça peut même prendre quelques minutes quand c'est des parties par correspondance. Il n'y a pas de souci. Et après, vous allez la retrouver dans les parties en cours. Vous voyez ici, moi, j'ai 16 parties en cours. Avec le 9+, qui indique que il y a plus, il y a au moins 10 parties où c'est à moi de jouer. Voilà, mais comme vous voyez, il y a le temps et donc je sais ici ça va se finir dans 2 jours, dans 3 jours, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très très simple. Ce qui est important à retenir, c'est de mettre au moins 5 jours, de le mettre en correspondance évidemment, et au niveau de l'élo, faites en sorte que l'élo soit proche du vôtre, plus fort pourquoi pas, mais pas beaucoup moins fort. Voilà donc par rapport juste au fait de pouvoir lancer une partie par correspondance. Maintenant, on va voir le milieu de jeu. Oui, ouverture, c'est bon. Vous avez construit votre répertoire d'ouverture, vous commencez à sortir de l'ouverture, il n'y a plus vraiment un nombre significatif de parties dans la base de données. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle le milieu de jeu. Donc, a priori, on a rocké ou pas très loin, on a sorti quelques pièces. Ça dépend des ouvertures, c'est plus ou moins loin. Mais voilà, le milieu de jeu. Donc, on va voir cette magnifique mind map. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Milieu de jeu. Tout d'abord, on regarde s'il y a de la tactique dans l'air. Oui, on va utiliser le pitch. Donc, le pitch, si vous ne connaissez pas encore cet outil fantastique, on va en parler. Le pitch, c'est 3 lettres, photographier, imaginer, calculer. Donc, prenons un exemple. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description la fiche du pitch. Voilà, la stratégie de recherche, le pitch, photographier, imaginer, calculer. Comme ça, c'est bien expliqué. N'hésitez pas à le garder sous la main. Mais on va voir avec un exemple. Ici, alors ce n'est pas une partie que j'ai jouée par correspondance, vu que c'était les Noirs, c'est Steinitz, le premier champion du monde officiel. Donc voilà, là on doit être c'est fin 19e siècle. Bon. Alors, photographier, imaginer, calculer. C'est votre partie. Milieu de jeu, bon là on est presque en finale. Et vous dites, tiens, est-ce qu'il y a de la tactique dans l'air? Donc en fonction de votre niveau, la réponse va être oui, et vous avez envie de calculer. Si vous avez envie de calculer des choses, c'est qu'il y a de la tactique dans l'air. Si vous n'avez pas envie, si vous êtes plutôt à chercher un plan, à développer des pièces, alors ça on verra juste après. Donc, tactique. Ici, photographier. D'abord le F. Le P. Oulala. Le pitch, non pas le fitch. Le pitch, photographier, imaginer, calculer. Donc, photographier. D'abord, on va photographier au regard de la position dans son ensemble. Et on cherche un peu les lignes de tension. Qu'est-ce qu'il y a d'attaqué? Là, on remarque qu'on a notre cavalier qui est attaqué. Ça, on va le mettre en rouge. On a un fou. Ça, c'est pas mal aussi, qui contrôle des cases près du roi. On remarque que le roi, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Intéressant. On a la tour qui attaque au rayon X le roi, donc à travers le pion. En fonction de votre niveau, vous voyez plus ou moins de choses. Si là, on pourrait gagner un pion en un coup. On n'oublie pas de voir aussi les menaces de l'adversaire. Bref, aux photographies. Deuxièmement, le I pour imaginer. Là, si on était un demi-dieu, si on avait le droit de placer les pièces comme on voulait, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Par exemple, là, si j'étais tout puissant, j'aimerais bien enlever ce pion. Si j'enlève le pion là en H2, eh bien, ce serait échec et mat. Donc ça, c'est intéressant. On garde cette information. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire d'autre?
d'un minimum réaliste, je crois que pour l'instant, enlever ce pion, c'est la seule chose qui me donne vraiment envie. Ok, il pourrait y avoir d'autres choses. Et ensuite, on passe au C, qui est calculé. Mais avant de calculer, on liste d'abord tous les coûts candidats qui nous semblent intéressants. Et ça, c'est important. J'en reparlerai un peu plus tard, mais on commence par lister les coûts candidats pour éviter l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est de se dire, vous voyez la position et vous dites, ah tiens, là, j'aimerais bien faire ça. Et puis, vous commencez tout de suite à calculer. Là, c'est pas mal, ça attaque la tour là, ça attaque ce pion, peut-être qu'après, je pourrais faire un échec ici, protégé par le fou, je sais pas, bon. Et vous vous lancez dans une réflexion. Mais, pauvre petit humain que vous êtes, votre esprit est limité. Vous ne pouvez pas être à fond sur tous les coups. Imaginez qu'il y a 5 coups candidats. Que là, il faudrait réfléchir le cavalier ici, qu'il faudrait réfléchir la prise ici, qu'il faudrait réfléchir, je sais pas, la prise ici, et qu'il faudrait encore réfléchir un coup de fou. Waouh! Réfléchir à fond toutes les variantes, non. On va lister les coups candidats. On se retient. C'est pour ça que le pitch, c'est important, surtout quand il y a de la tension tactique, pour ne pas réfléchir dans tous les sens, être épuisé, arriver à la fin d'une variante où on a un pion en plus et on se dit « Ah bah c'est chouette, je joue ça », alors que si ça se trouve, vous pouvez gagner une pièce, voire le mat. Donc, on se calme, on photographie, on imagine, puis on liste les coups candidats. Quand on les a listés, on les hiérarchise. Quel est le coup candidat qui semble le plus intéressant? Et c'est celui-là en premier qu'on va calculer. Souvent, pour la tactique, quand on voit qu'il y a une possibilité d'échec, on regarde. Parce que s'il y a échec, puis mat, ça règle la question, pas besoin de calculer le reste. Donc ici, dans les coups candidats que j'ai listés avant, un peu à la va-vite, il y avait ce coup qui commence par un échec. Donc, soyons fous, imaginons. Et c'est maintenant vraiment qu'on calcule. Donc vous voyez, même pour faire de la tactique, où on dit c'est du calcul mental, eh bien c'est seulement à la fin qu'on calcule. D'abord, on photographie, on imagine, on liste les coups candidats, puis on calcule. Ok? Donc c'est le C pour calculer, mais aussi le C pour coup candidat. Beaucoup de C. Voilà, et ici, vous l'avez peut-être déjà remarqué, effectivement, on prend. Échec, le roi est obligé de reprendre, et on a le mat. Ok. Donc, dans vos parties, par correspondance, prenez le temps de vraiment photographier, imaginer, calculer, et de prendre des notes. On va voir ça tout de suite après. Revenons sur cette magnifique mind map. Bon, donc, de la tactique dans l'air, oui. Et puis finalement, vous ne trouvez rien de convaincant. Bon, ça vous a fait des infos, hein. Ça vous a fait de la data. Vous avez vu là, bon, ça marche pas. La fourchette, elle marche pas à cause de ça. Bon, vous le retenez. Ça servira peut-être plus tard. Mais vous passez aux 3 questions. Et là, les 3 questions, c'est pas une invention de mon cru, contrairement au pic, mais de Agar, Jacob Agar, qui est un très grand entraîneur. Et à part la particularité d'avoir certainement le nom de famille avec le plus de A dedans, avec si peu de lettres, quand même, Agar, eh bien, il a développé ces 3 questions qui sont vachement intéressantes. C'est-à-dire, non, je pose les 3 questions d'Agar, pas de tactique dans l'air, on regarde 1, et on les fait dans l'ordre. Quelles sont les faiblesses? 2, quelle est la plus mauvaise pièce dans mon camp? Et 3, quelle est l'intention de mon adversaire? Et c'est maintenant où je vais vous demander toute votre concentration, car c'est extrêmement important. Ces 3 questions vaut de l'or. Et dans une partie par correspondance, c'est vraiment le cadre parfait pour s'entraîner à les poser. Et c'est important, parce que quand vous êtes dans une vraie partie, vous allez oublier ces questions. Pourtant là, j'insiste en disant, c'est vachement important, pensez-y. Vous allez oublier pendant votre partie de vous les poser. Vous allez peut-être vous les poser trop tôt dans l'ouverture alors que c'est pas le moment, ou trop tard et vous avez déjà perdu, ou presque perdu. Donc, entraînez-vous sur les parties par correspondance. Donnez-vous ce cadeau, faites-vous cette rigueur de vous les poser. Quelles sont les faiblesses? Quelle est la plus mauvaise pièce dans mon camp? Et quelle est l'intention de mon adversaire? Là, on va prendre une partie que je suis en train de jouer en correspondance. On est un petit peu plus loin dans la partie, mais c'est vraiment le processus. Parce que regardez bien sur cette carte. Regardez bien, hop, ici. Les 3 questions, il faut faire une liste de coups candidats, d'analyser d'abord les coups les plus prometteurs et de prendre note des réponses aux 3 questions. De détailler à l'écrit son processus de réflexion, les plans, pensées, espoirs, craintes. Voilà. Donc, extrêmement important.
ici, dans Lichess, vous avez un petit onglet qui s'appelle Notes. C'est des notes privées. Votre adversaire ne les voit pas. Vous pouvez très bien les noter là-dedans. Je vous conseille encore mieux de les noter dans un fichier, dans un document. Donc là, vous faites comme vous voulez ou sur papier. Hein. Au début, j'avais commencé en le faisant sur papier. J'écrivais. Alors, vous avez un cahier, ça peut être très sympa. Vous avez un cahier où vous notez toutes ces pensées qu'on va voir ensemble. Voilà, mais ça peut être simplement un simple document ou Notion, si vous utilisez Notion, bref, un outil qui vous plaît, perdez pas de temps là-dessus. Ce qui se passe, c'est que ici, dans cette partie, voilà, au 10e coup, j'ai commencé, donc j'ai noté. Alors, je vais mettre peut-être un peu plus grand. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est pas très grand. Est-ce que je pourrais agrandir ça? Je vais juste mettre un coup de zoom, tiens, ça devrait être pas mal. Hop, zoom, voilà, ça c'est pas mal. Ok, zoom pour que vous voyez bien cette partie-là. Donc, on est ici, je dois jouer mon 10e coup. Donc, j'écris, voilà, 10e coup, 2 points, et je me pose des questions. Alors, là, on n'est pas du tout en mode, c'est un cours. Hein. C'est une partie, c'est les notes que j'ai posées pour moi, donc c'est pas forcément très détaillé. Au début, détaillez beaucoup. Après, vous allez trouver votre propre manière de faire. Voilà, j'ai passé le temps que je voulais passer dessus. Donc, il ne s'agissait pas que ce soit le plus juste possible. C'est juste vous donner un exemple. C'est juste vous donner un exemple. Voilà. Très, très important. Donc, 10e coup. Ok, c'est à moi de jouer, j'ai les blancs. Et je me pose des questions. Parce que là, vous voyez, c'est un peu particulier. Je considère qu'on est sorti du répertoire d'ouverture. En tout cas, je ne souhaite pas aller trop loin dans ce répertoire d'ouverture-là. Parce qu'on ne va pas me le jouer souvent. Et je me pose 3 questions. Quelles sont les faiblesses? Je me dis, bon, les faiblesses, il y a le roi noir, la tour en A-chute. Voilà, je me le justifie, hein, je le sais, voilà, le roi noir, parce que possiblement, si il n'est pas vraiment rocké, même si finalement, il n'est pas très loin de sa place de rock. Et puis la tour, tant qu'elle est là derrière, ben, elle sert à rien, et puis on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Bon. Ok. Quelle est la plus mauvaise pièce chez moi? Alors là, la dame blanche. Et je précise, hein, la dame blanche, mais est-ce un avantage? Et donc, on va vers l'attaque, ou un défaut parce que facilement attaquable. Effectivement, si la dame, elle est là, si je souhaite attaquer le roi, ah ben, cette dame-là, elle est très bien placée. Par contre, on voit que bon, ben, ici, la dame serait obligée de reculer, donc elle n'est pas bien placée. Elle n'est pas bien placée. Bon, ok. On pourrait parler aussi du cavalier. Là, je n'en parle pas. Mais si vous voyez ça, vous dites, bah oui, le cavalier, il est quand même bizarre. Effectivement, il a un plan pour se recycler. Bon. Quelle est l'intention de mon adversaire? Donc, cette question-là aussi, elle vaut de l'or. Et c'est totalement dingue. Mais en fait, vous jouez contre un être humain. Et ce serait tellement bien hein, qu'il satisfait tous vos petits désirs. Mais non. Il veut aussi gagner. Et se poser la question, dans cet ordre-là, hein, faiblesse, mauvaise pièce, puis après, l'intention de son adversaire, c'est super puissant. Parce que là, vous allez sentir ce que votre adversaire veut jouer. Donc ici, ouais, le cavalier F6, quand même, je pense qu'il veut le jouer. Pour justement enlever les deux faiblesses que j'ai vues avant, hein, le roi, qui du coup sera quand même mieux protégé avec le cavalier devant, et puis la tour qui pourra bouger si nécessaire. Bon, c'est assez son intention. Donc j'écris immédiatement son intention, c'est cavalier F6. C'est qui attaque la dame, permet de développer le cavalier, possiblement la tour, et ainsi les rois auront roqué à pied. Donc roqué à pied, c'est quand le roi, il arrive finalement sur la même case que s'il avait fait un roc, mais en y allant une case après l'autre, sans pouvoir faire de roc. Ok. Donc à partir de là, c'est un peu à chacun de s'organiser en fonction de ce que vous voyez sur la position. Moi, j'ai mis les plans, directions possibles. Donc, on retrouve ici, hein, prendre note des réponses aux 3 questions, détailler à l'esprit son processus de réflexion, plan, pensée, espoir, crainte. Et ensuite, on va lister les coups candidats, analyser les coups les plus prometteurs d'abord. Ça, c'est quand même en tactique. Donc, ici, j'ai mis les plans, direction possible. Moi, je pourrais finir le développement. Avec roc. Le petit, le grand, bon, c'est pas encore. Un autre plan possible serait attaquer sur le roc. J'ai pas encore commencé à réfléchir. Hein. Est-ce qu'on peut sacrifier le cavalier? Est-ce qu'on pourrait l'amener là? Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. C'est juste des plans comme ça. Et puis chercher à empêcher le développement des noirs. Parce que comme les noirs, c'est un peu particulier, qu'ils ont le roi qui peut-être peut être menacé. Bah, si j'arrive à empêcher, est-ce que le fait de pousser ici, ça peut être intéressant? Est-ce que le fait d'amener le cavalier là, ça peut être intéressant? Bon.
C'est juste des plans comme ça. Et coup candidat. Tout d'abord, je les ai listés. J'ai mis cavalier D5, j'ai mis cavalier G1, j'ai mis grand roc, et j'ai mis A3 pour chasser le fou. D'abord, j'ai listé. Et puis, pour chaque coup, en une phrase, et ça c'est important, en une phrase, justifiez chaque coup. On ne calcule pas encore, vous dites juste pourquoi vous avez pensé le mettre comme un coup candidat. Donc, cavalier D5, j'ai dit, voilà, ça contrôle, cavalier D5, contrôle F6. Et au début, c'était juste ça que j'avais mis. Hein. Donc, cavalier D5, contrôle F6, en une phrase. Cavalier G1, ça prépare H4 et permet de chercher une meilleure case pour le cavalier. Ok, tac, tac, il aura une meilleure case, si je peux pousser ici, le mettre ici, voilà. Là, c'est assez vite, c'est sans calculer de mon côté, c'est juste l'idée globale. Le grand roc, développement, pas la peine de le justifier plus que ça. Il y a 3 où chasse le fou. Voilà. Et permet peut-être de placer le fou, hop, en C3, ce qui serait très 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 cool. Hein. Bonne attaque au rayon X. Bon. Donc, ici, tac, tac, tac. Voilà. Là, il faudrait un peu lister dans quel sens je dois réfléchir. Et j'ai pas encore choisi quel coup candidat je veux d'abord calculer. Parce qu'il y a d'autres questions qui me viennent. Et je me dis, mais quelle est la bonne case pour la dame après cavalier F6? Vous voyez un peu comment la pensée peut s'imbriquer? Avant, on s'est dit, cavalier F6, ça va être ce qu'il va jouer. Je le sais. Donc, autant que je sache déjà qu'est-ce que je vais en faire de cette dame-là. Est-ce que je vais la mettre en E2, en D2, en D1? Souvent, voilà, ça donne envie de la mettre en D2, en E2. On se dit, bah punaise, on l'a sortie, si elle revient sur sa case de départ, c'est un peu dommage. Et puis là, je dis en s'appuyant sur la partie, parce que cette position-là, on la trouve un tout petit peu dans... hop, si on vient ici, alors, tac, tac, non, on la trouve pas. Mais je me suis appuyé sur, donc là, dans la base de données, il n'y a pas de partie ici, mais par contre, j'ai trouvé une partie qui ressemblait. Une partie qui ressemblait où la dame n'était pas sortie, mais voilà, je crois que ce pion-là était peut-être aussi ici, mais en tout cas, on retrouve l'idée. Et du coup, quand j'avais fait mes recherches, je me suis dit, bah voilà, en s'appuyant sur la partie, pop, 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 donc je l'ai, tenez, hop, je vous la mets. Alors, c'est ça à la fin, une partie évidemment où les blancs ont gagné, tant qu'à faire, c'est quand même un peu mieux. Tac, tac, il y a ça qui joue, et puis finalement, regardez, voilà. On arrive à cette position. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Ça, ce n'est quand même pas pareil que ça. Mais néanmoins, il y a des points communs. Et je me suis dit, bon, ici, la dame n'est pas sortie, mais il y a le cavalier. Bon, et je regarde, c'était quoi après le plan des blancs? Ok, le cavalier, pousser H4. Ok, on a une bonne case. Ah, le roi qui se déplace. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air sympa, j'ai regardé, ça me plaît bien de jouer comme ça. Donc, je m'appuie sur cette partie-là. Alors, où suis-je? Je m'appuie sur cette partie-là pour dire que le cavalier ira en G1. Alors, hop, voilà. Que le cavalier ira en G1, en E2 à F4, que jouera H4, que la dame ira en C2, intéressant, et en grand roc. Donc là, ça me répond à quelle case pour la dame une fois que le cavalier est sorti. Bah, si je mets la dame là, elle va bloquer le développement de mon cavalier, et elle ne pourra rien faire. Donc, voilà, je prends note. Donc, on élimine pour l'instant le grand roc. Donc, je sais que le grand roc, c'est pas la peine que je réfléchisse, parce que, ben voilà, la dame, cette case-là ne sera pas disponible. Donc, j'élimine le grand roc. Ça crée un embouteillage. A3 peut être joué à n'importe quel moment, donc aucune raison de toucher la structure de pion pour le moment. Les justifications, là, c'est pas une masterclass. Je suis pas en train de vous dire que là, quel est le mieux pour cette position. Là, c'est ma tambouille en fonction de mon niveau, de ce que je suis en train de faire en ce moment, de ce que je développe, je teste, etc. Non, ce qui compte, c'est le processus. C'est ce que je note, comment je le note surtout. Donc voilà, A3, etc. Il reste cavalier G1, pas de risque que la dame se fasse enfermer maintenant, il semblerait. Bon. Et du coup, finalement, bon, ben j'ai, en regardant, le cavalier D5, après je l'ai justifié. Cavalier D5, qui pouvait paraître intéressant, un peu agressif, je veux pas échanger ce fou-là. Moi, il m'intéresse trop pour le mettre ici. Donc à un moment donné, je veux bouger le cavalier, mais pour pouvoir mettre le fou et attaquer. Bon. Donc, ainsi, j'arrive un peu à la fin de ces 3 questions. Là, c'est vraiment important de vraiment prenez note de vos processus de pensée, de vos idées, de vos plans, etc. Ça sert à plusieurs choses. Déjà, ça vous oblige à vous poser et à vous poser les bonnes questions, mais aussi vous à vous poser, à pas aller trop vite. Et les parties par correspondance,
c'est parfait pour ça. Et ça va vous apprendre plein de choses. Vous allez comprendre votre style et tout. Et puis en plus, si un jour vous montrez vos pensées à quelqu'un, à un entraîneur, et ben il va pouvoir vous dire, ok, vous raisonnez comme ça. Là, il y a une erreur. Là, tu crois que ça, c'est bon. Et non, tu as fait une erreur de jugement et on pourra voir pourquoi et comment faire pour que vous progressez. Donc voilà. On arrive à la fin pour l'histoire du milieu de jeu. Rien de bien compliqué. Et en même temps, c'est fantastique. Vraiment, c'est une manière de plonger dans les entrailles de votre cerveau. Parfait, parfait. Enfin, la finale. Le dernier moment de la partie, qui bien souvent, il n'y en a même pas. La mort arrive avant. Mais bon, la finale. Est-ce que je peux dire si la finale est gagnante, perdante ou nulle? Cette petite question anodine est vachement importante. On va pas dire grand-chose sur la finale, hein. Comment utiliser les parties par correspondance pour améliorer son processus de réflexion. Pour les finales, ce qui est important, c'est que ce soit vous qui soyez le moteur d'analyse. Vous qui êtes capable de dire, là, c'est qui gagne? Les blancs, les noirs, c'est égalité, nul. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites, là, a priori, c'est match nul. Si les deux jouent le mieux possible, c'est match nul. C'est quelque chose en milieu de jeu qui n'a pas d'intérêt à être fait. Enfin, ou qui est fait naturellement, mais dans les finales, c'est important. Parce que vous allez noter les caractéristiques de la position. Vous notez les caractéristiques de la position, de qui gagne, qui perd, pourquoi. Et le but, c'est de, à partir de votre partie, trouver un moyen de l'analyser au niveau des finales. C'est-à-dire que, tout d'abord, c'est gagné, c'est perdu, c'est nul, vous savez pas trop. Comme vous avez les caractéristiques, vous allez chercher si vous pouvez pas trouver dans un livre ou sur Internet une finale avec le même matériel, une finale qui pourrait vous aider. Donc, s'il y a d'un côté deux pions qui avancent ensemble, regardez un peu, est-ce que c'est une finale de tour, de fou? Est-ce que c'est quelque chose de très connu, comme la position de Lucena, par exemple? Essayez. Alors évidemment, vous n'allez pas trouver, rarement, dans un livre, la même finale avec les mêmes pièces aux mêmes endroits. Mais peut-être que votre partie, c'est deux finales. Par exemple, une finale avec une tour, mais vous avez aussi un fou. Alors, étudiez ça. Essayez de trouver. Même avant de regarder dans un livre, je vous conseille de le mettre sur un échiquier et de le faire par vous-même. De simplifier la finale et de chercher vraiment dans tous les sens. Voilà, refaites ce travail un peu de chercheur où vous cherchez à savoir est-ce que cette finale elle est gagnante ou pas. Donc vous utilisez pas l'ordinateur, bien évidemment, pas l'ordinateur, mais cherchez à savoir, notez les caractéristiques. Voilà, vous avez toujours les 3 questions d'Agar qui fonctionnent toujours, même en finale, je les ai pas remis, mais c'est valable tout le temps, hein. Dans l'ouverture déjà, mais aussi son répertoire, et jusqu'à la fin. Donc voilà, pour la finale, il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, mais se poser la question, tiens, gagnant, perdu, ça peut être pas mal parce que vous devez le justifier évidemment. Si vous dites, oui, c'est gagnant, mais pourquoi? Parce que j'ai un fou qui est de la même couleur que la case d'arrivée de mon pion, donc je pense que c'est gagnant. Ok, parce que si on enlevait toutes les pièces et qu'on gardait que les pions, ce serait gagnant, etc., etc. Ça vous donne vraiment une bonne base pour savoir quoi bosser en finale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Je vous félicite de l'avoir suivi et je vous souhaite une progression magnifique et de devenir badass. Ok, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez-moi un petit peu cette belle mind map, cette carte heuristique comme on dit. Alors cette carte heuristique, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser vraiment les parties par correspondance pour améliorer votre processus de réflexion. Donc, déjà, lorsqu'on parle d'améliorer son processus de réflexion, c'est que déjà, il faut en prendre conscience. Et déjà, ça va être fantastique parce que vous allez pouvoir découvrir comment vous pensez. Donc, pour les joueurs qui se demandent, tiens, quel est mon style, vous allez avoir des petits éléments. Mais bon, je ne m'éparpille pas trop. Et on va déjà regarder la mind map. Améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Il y a 3 étapes dans une partie. Possiblement, il y en a 3. L'ouverture. Là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir en échapper et on va en parler là maintenant. Le milieu de jeu et la finale. Alors, pour l'ouverture, concentrons-nous sur l'ouverture.
Je vois ouverture. Que dit mon répertoire d'ouverture? Hop, je zoome encore, voilà. Que dit mon répertoire d'ouverture? Alors, qu'est-ce qu'un répertoire d'ouverture? Eh bien, en fait, aux échecs classiques, on commence chaque partie avec des pièces au même endroit. C'est l'idée. Donc, on peut très bien prévoir comme si on avait un échauffement pour un autre sport qui serait toujours le même. Alors, ça peut paraître contraignant de se dire, tiens, mais tous les jours, à chaque partie, je vais refaire toujours la même chose, mais au contraire, cette contrainte va permettre d'aller plus loin, parce que vous allez pouvoir vous spécialiser dans telle ou telle variante, et surtout, vous allez voir que c'est vraiment sans fin. On peut écrire des bouquins sur une sous-variante, enfin, on peut vraiment aller très très loin. C'est là aussi qu'il y a le plus de choses qui bougent au niveau de l'actualité, au niveau des modes dans les échecs. Donc vraiment un répertoire d'ouverture, c'est vraiment essentiel à arriver à un certain niveau. Mais même quand on a un niveau pas très élevé, quand on débute, ça peut être intéressant d'avoir des grandes idées. Et donc, on va voir ensemble comment faire pour avoir un répertoire d'ouverture. Donc, vous allez sur Lichess. Et on va tout d'abord créer une étude. Donc, apprendre, étudier. Vous pouvez faire un plus. Voilà. Donc, le nom de l'étude. Donc, ici, alors, on va commencer avec les blancs. Bien sûr, ça va dépendre de votre niveau. Là, on va fonctionner par étude. Donc, on va dire une étude sur Lichess, ce qu'ils appellent l'étude. Donc, c'est un sort de dossier avec un ensemble de chapitres, de parties. Une étude pour les blancs et une étude pour les noirs. Mais on peut aller plus loin. Donc, commençons déjà comme ça. Avec les blancs, visibilité, c'est important de mettre sur non répertorié parce que vous n'avez pas du tout envie que tous vos adversaires du monde puissent y accéder. Voilà, le reste, on peut le laisser comme ça, mais c'est surtout la visibilité. Ok, on commence. Allez, le premier chapitre. Donc ça, c'est une étude, on va s'en servir. Ok, je vais vous montrer, voilà, on retrouve dans mes études. Moi, j'ai créé un thème, mon répertoire d'ouverture. Voilà, moi, j'ai 3 études. Voilà, défense Grunfeld, ce que je joue avec les noirs, contre B4. La sicilienne, ce que je joue contre E4 ou F4, cavalier F3. Et enfin, l'anglaise, ce que je joue avec les blancs. Et donc, on va voir, tiens, par exemple, là-dedans. Ici, j'ai créé un chapitre en fonction de chaque variante principale qu'on peut me jouer. Vous voyez, parfois, il y a très peu de choses dedans, où je ne parle pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on va trouver un exemple? Alors, les blancs, non. Alors, on va prendre plutôt la sicilienne. Là, j'ai des choses à dire. Voilà, vous voyez où ça peut très bien aller relativement loin avec des commentaires, etc. Je raconte mes avis, mais on va voir tout ça ensemble. Ok. Donc, je dis mon répertoire d'ouverture. Donc, allons-y. Vous allez sur votre partie. Là, j'en ai une qui vient de se lancer. Ok, j'ai les blancs. Donc, je joue C4. Hop. Ce sera à lui de jouer. Bon. Je vous conseille de lancer plusieurs parties en même temps. À vous de gérer. En avoir 5, ça peut être un bon nombre. 5, si vous avez 5 jours pour chaque partie, pour chaque coup, sur chaque partie. 5 jusqu'à 10. Au 10, ça commence quand même à faire beaucoup. Mais je vais prendre une partie, alors qu'est-ce que je vais prendre? On est encore un petit peu dans l'ouverture. Ici. Voilà, là le dernier coup de mon adversaire, c'est fou G5. Donc l'idée, si on regarde la mind map, je dis mon répertoire d'ouverture face à 7e coup fou G5. Soit mon coup d'adversaire a été prévu, donc il est dans le répertoire d'ouverture, soit il ne l'est pas. Donc, ok, ça a été joué ça. Je vais aller sur une étude, mes études, hop, répertoire d'ouverture, c'est une anglaise, donc vous, ce sera avec les blancs. Et donc, je regarde. Alors, pour pouvoir retrouver, ici, vous avez un petit microscope. Très intéressant. Souvent, les joueurs n'y pensent pas. Et en fait, ça nous donne accès à un échiquier d'analyse. C'est-à-dire que ici, je peux bouger, etc. Les coups ne se jouent pas pour de vrai. Ça permet
comme si on avait un échiquier qu'on pouvait bouger les pièces. Mais aussi, ça permet d'avoir accès à la base de données. Donc, c'est autorisé. Je vous rappelle que l'analyse par ordinateur n'est pas autorisée. Même si vous le faites sur une étude, alors que vous avez une partie avec la même position, eh bien, vous allez perdre cette partie-là. Donc, ne le faites pas. Mais par contre, la base de données est possible. Donc, la base de données, c'est ce bouquin-là. Ce bouquin-là. Tout d'abord, il faut que vous allez sur la route dentée et que vous vérifiez Master Database. Alors, si vous êtes sur Master, il n'y a rien à vérifier. C'est surtout, n'allez pas sur, pour l'instant, n'allez pas sur Lichess et pas sur joueur pour l'instant. Donc, Master Database, OK. Et là, en fait, la base des maîtres, c'est tous les joueurs de plus de 2200. OK, 2200 Elo feed. Et c'est vachement intéressant. Parce qu'on voit que ici, le coup le plus joué, c'est E4, avec un très grand nombre de parties, et que les blancs ont gagné 33% de fois, donc sur 100 parties, 33 fois les blancs ont gagné. Il y a eu nul 42 fois, 42%, et 25% sur les noirs qui ont gagné. Ça donne des indications. On y reviendra. Sur les chess, c'est la base de données, mais propre aux parties. Et du coup, là, tout est mélangé. Alors, on peut le paramétrer un petit peu, mais ça va pas nous intéresser. Parce qu'on ne souhaite pas s'inspirer du débutant qui, voilà. Vous voyez que c'est assez différent. Sur les chess, il y a très très peu de matchs nuls, alors que, en vrai, j'ai envie de dire, les matchs nuls sont majoritaires. Ok, et joueurs, ça c'est très intéressant. C'est par rapport aux fois où vous avez joué sur Lichess. Eh bien, qu'est-ce que vous jouez? Donc là, la roue dentée est intéressant parce que vous allez vous mettre si vous avez les blancs ou les noirs. Donc ici, j'ai les noirs, donc hop, avec les noirs. Les cadences, alors ça peut être intéressant d'enlever les ultra bullettes, c'est très rapide. Les bullettes à la limite aussi. De garder, pourquoi pas, le reste, ça oui. Face aux correspondances long et rapide, oui. Mais très rapidement, c'est possible que vous jouez d'une manière différente. Ok. Le mode amical classé, on s'en fiche. La date aussi, voilà. Et donc là, je vois que, hop, moi, dans ce cas-là, 42 fois, j'ai joué C5. Ok. 2 fois cavalier F6 et une fois G6. Donc ça devait être une erreur ou des tests. Voilà, c'est intéressant parce que on va pouvoir voir effectivement lorsque ce sera un nouveau coup, votre adversaire vous joue un nouveau coup qui n'est pas dans votre répertoire d'ouverture, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, mais j'y reviendrai. Pour l'instant, imaginons que votre adversaire joue C4. Alors nous, on était, je regarde juste la partie, c'était ici, d'accord, donc ici c'était une sicilienne, donc je reviens en arrière, ma petite sicilienne, hop. Donc, en appuyant ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ce qu'on a d'autre comme information, c'est ici, on a un code. Chaque ouverture, chaque variation dans une ouverture va être représentée par un code avec une lettre, A, B, C, etc. et un nombre. Donc, là, c'est A35. Donc, si vous tapez sur Internet ouverture échec A35, eh bien, on sait que ça correspond à une anglaise, une variante symétrique, les deux cavaliers, alors après ça je ne connais pas, mais la variante des deux cavaliers. Ok? Donc ici, dans mon répertoire d'ouverture, je peux créer un nouveau chapitre, s'il n'existe pas encore, avec A35, variante, etc., etc. Voilà, bon, moi j'ai pour l'instant l'anglaise symétrique. Après, ça dépend vraiment de la granularité, à quel point vous voulez aller en profondeur. Pour l'instant, moi, je l'ai pas séparé. Donc, j'ai bien A30 qui est l'anglaise symétrique, mais j'ai pas la variation des deux cavaliers pour l'instant. Donc, vous, pour l'instant, allez-y effectivement. Donc, si on recommence depuis le début, votre adversaire vous joue C4. Ok, dans votre répertoire d'ouverture, vous allez créer dans votre répertoire d'ouverture avec les blancs, pour l'instant, un chapitre réservé contre l'anglaise. Un minimum. Ok. Donc, imaginons, voilà, C4. Là, le mieux, si ça fait déjà un petit moment que vous jouez, dans votre répertoire d'ouverture, vous savez déjà. Donc, hop, on va mettre ça, donc, A30, l'anglaise. On va même le mettre plus tard, ça. Voilà, hop, on y va.
l'anglaise, il a joué C4. Donc, joueur, hop, on vérifie bien que c'est avec la bonne couleur, avec les noirs, ça me va. Donc, je vois, sans surprise évidemment, que la plupart du temps, je joue C5. Donc, le mieux pour le répertoire d'ouverture, c'est déjà de partir sur ce que vous jouez déjà. Donc là, je vois, en plus, quand je joue C5, je remarque que les parties sur les chess, 52 fois sur 100, 52%, je gagne avec les noirs. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Je peux vérifier avec l'onglet Master que ça existe. Si ici, je vois pas C5, déjà, c'est mauvais signe. Ou si je vois C5, mais tu y joué juste 3 fois, c'est qu'a priori, c'est pas du tout une bonne chose à jouer. Donc là, je vois qu'effectivement, C5, il est joué plein de fois et que c'est pas mal. C'est pas un mauvais coup par rapport aux autres. À haut niveau, les noirs se battent souvent pour l'égalité. Donc, il n'y a pas de souci. Je valide, je peux le mettre en place. Je clique dessus. OK. Et donc, sur ma partie, alors là, cette partie-là est déjà bien avancée. Mais, hop, sur cette partie, après C4, je vais pouvoir annoncer C5 et attendre qu'il joue. Très bien. Voici un peu le premier niveau avec que dit mon répertoire d'ouverture. Le coup de mon adversaire a été prévu, je continue aussi mon répertoire, ou non. Donc, là, c'était mon adversaire joue un coup nouveau pour mon répertoire. Ce coup est-il joué à haut niveau? Donc, tac, voilà, là, il a joué deuxième coup, cavalier C3. Dans mon répertoire d'ouverture, on va imaginer que pour l'instant, je n'avais rien. Donc, cavalier C3. Ok, première chose que je vérifie, c'est est-ce que ce coup est joué à haut niveau? Donc, effectivement, on voit que là, cavalier C3, c'est le deuxième coup le plus joué. Donc, rien d'anormal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc, oui, il est joué à haut niveau. Si c'est non, déjà, je dois comprendre pourquoi. En fait, c'est quasiment la fin de mon répertoire d'ouverture. Si l'adversaire joue un coup, par exemple, on est ici, imaginons que l'adversaire a joué ça, bon, on voit qu'il n'y a plus aucune partie, c'est pas un coup joué. Donc, il y a de fortes chances, à 99,99999, que c'est un mauvais coup. Ok, donc alors un mauvais coup. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous avez mat en 3 coups ou que vous avez gagné une pièce. C'est juste que si vous jouez le mieux possible, vous gagnez. Donc, c'est un peu la fin de votre répertoire d'ouverture. Vous le mettez dans votre répertoire d'ouverture. Donc ici, hop, tac. Alors là, ça va être joué comme ça. Hop, voilà, là, on met un commentaire. Très important, les commentaires. Je vous le dis maintenant, retenez. Votre répertoire d'ouverture ne doit pas être juste une suite de coups, mais il faut que ce soit le reflet de votre pensée, de votre style de jeu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à parler de votre ressenti. Voilà, je vois ce coup-là, je me dis, vous pouvez même le mettre de manière très littéraire. Tiens, un coup qui me semble étrange. Alors je dis pourquoi. Ça condamne les blanc à faire le grand roc. Ici, le petit roc semble compliqué. C'est un coup très agressif. Hop. On s'en fiche des fautes, c'est pour moi. Coup très agressif. N'est pas joué. N'est pas joué à haut niveau. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc là, votre but, c'est de trouver comment vous allez continuer. Donc, comme c'est déjà la fin de votre répertoire d'ouverture, c'est un coup aussi bizarre que ça, juste le plan, le prochain coup. Et de se dire, bon ben ici, là, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait bien pouvoir rapidement faire une menace là-dessus. Peut-être, pourquoi pas, un coup aussi étrange que ça, pourquoi pas? Et de se dire, bah tiens, vous regardez, vous analysez et tout de votre côté, hein, sans utiliser l'ordi. Et là, alors, on m'a jamais joué G4, on va pas me jouer ça. Mais voilà, de se dire, bah tiens, j'ai bien envie de tenter D5. Deuxième coup, tac, de D5. Et vous pouvez préciser pourquoi. Le fait de pousser ici, hop, on attaque ici, on attaque ici. Attention à la dame, s'il n'y a pas des échecs un petit peu pas très sympathiques ici, mais voilà, c'est agressif, voilà. Et ça suffit. On est sorti de votre répertoire. Coup nouveau pour votre répertoire. Il n'est pas joué. Bon, vous comprenez pourquoi et vous l'exploitez au mieux. Parfait.
Mais si c'est un coup qui est joué, ma foi, qui est joué. Donc revenons sur cette partie-là. Ici, tac, tac, le cavalier, c'est un coup joué. Bon. Ce coup est-il joué à haut niveau? Oui. Je regarde les réponses possibles et j'en choisis un en fonction. Et donc là, il y a 3 critères qui sont classés sur la mind map par l'importance. Avant tout, en fonction de votre plan et envie. Donc ici, on est au début. Le plan de la sicilienne, ici, ce que jouent les noirs s'appelle la sicilienne, c'est contre l'anglaise. C4, C5, une anglaise symétrique. Bon, ben voilà, on sait que le plan, il va y avoir de l'enjeu ici. On va essayer de pousser, d'aller au centre. Le fou va, la plupart du temps, aller en fianchetto. Je sais que le cavalier, bon, il doit se trouver une chouette case. Peut-être même pousser ici les deux. Hop, ok. Bref, c'est un peu le plan. Donc, c'est un coup qui n'existe pas encore dans mon répertoire d'ouverture. Je regarde. Je regarde en fonction de mon plan et mes envies. Bah, c'est bon, de ce que j'ai l'habitude de jouer et des statistiques. Donc, de ce que j'ai l'habitude de jouer, on revient ici. Donc, si c'est ça la variante, cavalier C3. Alors, qu'est-ce que j'ai l'habitude de jouer? Donc, voilà, je joue cavalier C6 la plupart du temps. Une fois j'ai fait E5, c'est pas du tout représentatif. Cavalier C6. Donc, cavalier C6, là, il n'y a pas de raison, si ce coup-là existe, et c'est effectivement le coup le plus joué, il n'y a pas de raison de se casser la tête plus que ça. Ok, effectivement, cavalier C6 semble bien. Voilà. Donc, on reprend les 3 points de mon plan et de mes envies, de ce que j'ai l'habitude de jouer, des statistiques, donc, c'est-à-dire de ce que les maîtres, en tout cas les forts joueurs, peuvent jouer. Ok. Donc, voilà pour l'ouverture. Évidemment, là, c'était au début. Plus on va aller loin, plus il va y avoir des chapitres différents. Donc, je vous ai conseillé de créer d'abord un répertoire d'ouverture avec les blancs et un autre avec les noirs. En tout cas, un avec les blancs et avec les noirs. Pourquoi pas en faire un contre D4, contre E4. Ça peut être pas mal. Contre C4. Ça peut déjà faire 2, 3 répertoires d'ouverture. Effectivement, d'études. Et dedans, c'est à vous de choisir la granularité. C'est-à-dire que plus vous venez de commencer, ben, ça sert à rien d'aller très très loin. Et j'insiste vraiment sur l'importance de mettre des commentaires. Alors là, je les ai beaucoup rédigés, on n'est pas obligé d'autant les rédiger, mais pensez à mettre des commentaires. Autre chose, tiens, que je vais rajouter, assez intéressant, c'est que, bon ben voilà, on va avancer, l'attaque Grand Prix, tac, 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 ok. Alors là, hop, on passe chez les maîtres. Votre adversaire a joué, on va avancer, tiens, G3. Et sur G3, bon ben, vous regardez, qu'est-ce que j'ai l'habitude de jouer ici? Ah, rien. Rien, pourquoi? Certainement parce que c'est bien réglé. Ah bah oui, c'est pas, voilà, avec les noirs, c'est mieux. Ok, voilà. On voit qu'il y a 2 solutions. C'est parce qu'on m'a pas souvent joué cette attaque Grand Prix. Voilà. Ou que je jouais une autre variante avant et que j'ai changé. Bon. Donc, je peux pas vraiment m'aider de ça. Au niveau de mon plan, bon, ben, j'ai des idées, etc. Au niveau de ce qui est joué, bah, D6 est beaucoup joué, E6 aussi. Alors, le fait que ça soit beaucoup joué, vous n'allez pas dire, bah, c'est beaucoup joué, c'est le mieux. Parce que tout dépend de votre style. Et en plus, c'est joué à haut niveau. Donc, il faut que ce soit des coups que vous comprenez. N'allez pas dans des variantes très compliquées qui conviennent peut-être à un 2400, mais qui ne va pas vous correspondre à vous. Donc, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez au niveau oui, du style de jeu. Vraiment, c'est important. Bah, D6, E6, je vois même que tour B8 est joué. De là, pareil, si tour B8, vous ne comprenez pas l'intérêt, et vous dites, mais attendez, là, on est censé se développer, mettre le roi à l'abri, puis attaquer. À quoi sert tour B8? Bah, ça ne sert à rien de jouer, même si c'était des statistiques assez intéressantes. Ici, ça prépare certainement la poussée B5. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est pour nourrir un petit peu votre imagination, c'est de regarder, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Je sais pas trop. Tiens, j'ai envie de faire D6. Et de regarder, là, vous avez les meilleures parties. Si vous êtes du côté des noirs, bah, regardez des parties où les noirs ont gagné. Vous en choisissez. Si vous reconnaissez des noms de joueurs, bah, n'hésitez pas. Voilà, là, on voit qu'il y en a pas mal où les noirs ont gagné. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Bah, tiens, notre nouvelle célébrité nationale. Voilà, une partie qui a été jouée en 2019.
Firouzja. Et vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez soit la voir, ce qui va ouvrir un nouvel onglet avec la partie, et vous pouvez continuer, ça c'est sa partie, et vous voyez comment il a fait pour gagner, les idées, etc. C'est assez intéressant. Prenez pas 3 heures pour l'analyser, juste regardez, tiens, vous posez un peu la question, pourquoi il fait ça? Et ça va simplement vous donner des idées de plans. Là, on voit qu'ici, il y a un plan, clairement, à l'aile dame, on y va, on attaque, et en fait, c'est un sort de déséquilibre. Les noirs attaquent ici, en espérant du coup avoir un avantage de ce côté-là, avant que les blancs attaquent de l'autre côté, sur l'aile droite. Ok, comment il a fait pour essayer de s'en sortir? Tac, ok, alors là je vais vite, prenez quand même du temps, vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, voilà, mais que les coups vous parlent, de comprendre un peu. Bon, voilà, rapidement, on remarque que tiens, c'est les noirs qui guident la cadence. Pour l'instant, ils n'ont pas encore été embêtés par à l'aile droite. Tac, ils ont réussi à positionner leurs pièces de mieux en mieux, à les rendre actives, etc., etc. Ça, c'est une solution. Et vous pouvez même citer. C'est bien ça. Voilà, vous citez. Et ainsi, il va y avoir un lien vers la partie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que quand vous allez réviser votre répertoire d'ouverture, ou que vous allez rejouer la partie par correspondance, KLC6, F4, etc., ok, D6, ah tiens, mais pourquoi? Et ça vous permet d'avoir tout de suite un exemple. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, le but c'est vraiment d'avoir de belles parties, d'autres ça va vous parler, et puis vous allez vous rapprocher aussi. Si finalement vous remarquez que vous citez souvent notre cher Ali Reza, de se dire, tiens, c'est un joueur intéressant, si vous aimez bien son style de jeu, c'est un indice, ça va vous permettre d'avoir des références, des sortes de mentors. Donc voilà pour le fait de citer. Ok, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Mon adversaire joue un coup nouveau, etc. On regarde les réponses possibles, votre plan, votre envie, vous êtes au centre, toujours. En augmentant de niveau, vous allez voir que vous allez changer, améliorer votre répertoire d'ouverture. Donc voilà, c'est quelque chose de vivant, d'organique, de ce que vous avez l'habitude de jouer, car on part de l'existant. Et enfin, des statistiques, c'est le dernier point. Donc, en termes de priorité, c'est le 3e, mais ça reste évidemment important. Vous n'allez pas trouver une merveille théorique. Quand on trouve des nouveautés théoriques, elles étaient souvent déjà jouées, au moins un minimum. C'est juste que, elles n'ont pas encore eu de grand succès parce qu'on n'avait pas encore tout compris. Bon, là, vous pouvez tout à fait me poser, mais quand est-ce qu'on arrête? À combien de coups? Les 10, les 20 premiers coups? Alors comme c'est vraiment exponentiel le nombre de solutions, on cherche pas à aller très loin. Et vous allez avoir des variantes où vous allez aller jusqu'au 10e coup, ce sera très bien, et d'autres juste 5 coups, ça suffit. De toute manière, à partir du moment où vous voyez que, si on avance, attaque, là il y a déjà plus de 37 parties. Donc c'est encore tôt pour arrêter, je suis encore en train de bosser dessus, mais il en reste déjà plus grand chose. Alors je vais essayer de vous trouver, ici, qu'est-ce qu'on a? Trouver, c'est ici. Voilà. Ici, hop, tac, on avance. On remarque qu'ici, je suis allé jusqu'au 13e coup. 13e coup, et on remarque que, là, c'est bon, on est à la fin. Il y a plus personne plus qu'une partie là-dedans. Donc, ce n'est plus la peine de continuer. Ce qui est le mieux, quand vous arrivez à la fin d'une variante, à la fin d'un chapitre, bien vous mettez un commentaire avec les grands plans. Donc ici, voilà, en tant que noir, a priori, mon plan, ce sera de faire ça, d'attaquer à tel endroit. Et les blancs, leur plan devrait être de faire ça. Et c'est bon, c'est ok. Après, on bascule dans le milieu de jeu. Donc ici, ça va assez loin. Le 13e coup, c'est quand même, c'est clairement loin. Mais ça peut aller très moins loin. Ici, on en a 4. On peut aller encore un peu plus loin, mais 4, 5 coups, c'est déjà pas mal. Jusqu'à 10, c'est bien. De toute façon, si vous allez trop loin, vous remarquez que ça ne voudra plus rien dire. Voilà, à partir du moment où il n'y a plus personne qui joue. Bon. Alors, ce qui peut arriver tout à fait, plus vous avez un niveau peu élevé, plus vite vous allez sortir de ce qui est joué. Ici, par exemple, mon adversaire, il joue fou B5. Ce n'est jamais joué. Voilà, ici on est dans une bird. Le fou B5 n'est jamais joué à haut niveau.
Donc, voilà, bah, je l'ai écrit, n'existe pas dans la base de données. J'ai mis l'autre qui, je l'ai joué. Enfin, qui me l'a joué, c'est mon papa d'ailleurs. Euh, et donc voilà, donc là l'idée c'est que vraiment je cherche quelque chose. Donc voilà, je cherche, est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? Voilà, j'analyse, je vais citer, je vous montre pas tout, hein, c'est un peu secret, mais voilà, je vais citer des parties où je l'ai joué et je regarde, etc., etc. Je vais encore vous montrer un exemple par rapport à l'ouverture. Alors c'est un exemple avec les blancs. Donc hop, mes études, mon répertoire d'ouverture, l'anglaise, système des 3 cavaliers. Voilà, A27. Ok. Tac, tac, tac. On avance. Donc ici, j'ai le chaud, pof, pof. Cavalier F6. Juste avant là, je mets déjà une partie jouée donc par des grands maîtres, voilà, qui m'inspire pour que je vois un peu, voilà, ici, voilà, comment ça se passe, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la partie des grands maîtres. Ok, et ça me permet d'avoir une idée. Je regarde vite, évidemment, hein, je ne vais pas le faire en temps réel, mais ça me permet déjà de voir, ok, c'est plutôt un grand roc, le roi ici, on a poussé ici, c'est important, on a essayé de libérer des cases fortes ici, ici. Bref, j'analyse, ça me permet de me donner des idées et de voir comment les blancs ont réussi à gagner. Quels sont un peu les enjeux. D'une part. D'autre part, voilà, j'ai un adversaire qui a joué fou B4. Ça n'existe pas. Jouer une fois dans la base de données. N'est pas joué. Mais je sais très bien que mon adversaire, il est loin d'être d'être un petit rigolo. Donc pourquoi? Je me dis, tiens, ça doit être à cause de Dame H5. Voilà, mais c'est approuvé. C'est approuvé face à Mounir, j'ai mis le lien vers la partie que je suis en train de jouer. Voilà, et je rajoute des commentaires. Voilà, bah oui, car si ça se trouve, en fait, Dame H5 fait peut-être gagner du temps au noir. Ça, c'est parce que je suis en train de jouer la partie que je remarque ça. Et donc voilà, c'est la dame, etc., patati, voilà. Et je mets le plan. Le plan est, bah oui, ce cavalier ici, à un moment donné, tac, tac, il devra arriver ici, on doit avoir la poussée aussi pour créer cette case forte. Bon, ok, et de mettre le plan. Voilà, donc, résumons tout ça. Améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance, juste l'ouverture. L'ouverture, hein, on ne gagne pas dans l'ouverture. À quoi sert l'ouverture? Si vous gagnez dans l'ouverture, ça peut arriver, mais c'est que votre adversaire a mal joué. L'ouverture, plus vous allez progresser, plus vous allez remarquer que l'ouverture, on ne gagne pas, on peut perdre dans l'ouverture, mais le but n'est pas de gagner. L'ouverture, son but, c'est juste d'arriver à une position où vous avez du plaisir à jouer. Et remarquez, je dis même pas une position où vous êtes mieux. Non. Plus vous avancez en niveau, bah, à la sortie de l'ouverture, vous ne serez pas mieux. Mais l'objectif, c'est d'avoir une position que vous avez du plaisir à jouer. Donc, le choix des ouvertures notamment, ben voilà, lorsque je joue l'anglaise, lorsqu'ici je décide de jouer D4, c'est un parti pris qui est très fort. C'est-à-dire que s'il y a ça qui se passe, il faut que j'ai du plaisir à jouer cette partie. Il faut que je me dise, ça correspond à mon style, ça correspond à ce que je veux développer. Et c'est à ça que sert l'ouverture. De petit à petit, en essayant, en testant, voilà. Ici, hop, une autre ouverture, qu'est-ce que ça donne? Pof, pof, pof. Voilà, il faut qu'ici, je me dis, ça j'aime bien, j'ai le fou en fianchetto, ça attaque ici. Bon, l'autre, il va avoir pareil, mais je sens qu'il peut-être y aura des menaces à sortir. Il faut que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il va falloir trouver une autre ouverture ou tout d'abord remarquer pourquoi ça ne vous plaît pas. Donc voilà, juste pour l'aspect ouverture. Ok, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez-moi un petit peu cette belle mind map, cette carte heuristique comme on dit. Alors cette carte heuristique, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser vraiment les parties par correspondance pour améliorer votre processus de réflexion. Donc déjà, lorsqu'on parle d'améliorer son processus de réflexion, c'est que déjà il faut en prendre conscience. Et déjà ça va être fantastique parce que vous allez pouvoir découvrir comment vous pensez. Donc, pour les joueurs qui se demandent, tiens, quel est mon style, vous allez avoir des petits éléments. Mais bon, je ne m'éparpille pas trop. Et on va déjà regarder la mind map. Améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Il y a 3 étapes dans une partie. Possiblement, il y en a 3. L'ouverture. Là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir en échapper. Et on va en parler là maintenant. Le milieu de jeu et la finale. Alors, pour l'ouverture, concentrons-nous sur l'ouverture. Je vois ouverture. Que dit mon répertoire d'ouverture? Hop, je zoome encore, voilà. Que dit mon répertoire d'ouverture? Alors, qu'est-ce qu'un répertoire d'ouverture?
Eh bien, en fait, aux échecs classiques, on commence chaque partie avec des pièces au même endroit. C'est l'idée. Donc, on peut très bien prévoir comme si on avait un échauffement pour un autre sport qui serait toujours le même. Alors, ça peut paraître contraignant de se dire, tiens, mais tous les jours, à chaque partie, je vais refaire toujours la même chose, mais au contraire, cette contrainte va permettre d'aller plus loin, parce que vous allez pouvoir vous spécialiser dans telle ou telle variante, et surtout, vous allez voir que c'est vraiment sans fin. On peut écrire des bouquins sur une sous-variante, enfin, on peut vraiment aller très très loin. C'est là aussi qu'il y a le plus de choses qui bougent au niveau de l'actualité, au niveau des modes dans les échecs. Donc vraiment un répertoire d'ouverture, c'est vraiment essentiel à arriver à un certain niveau. Mais même quand on a un niveau pas très élevé, quand on débute, ça peut être intéressant d'avoir des grandes idées. Et donc, on va voir ensemble comment faire pour avoir un répertoire d'ouverture. Donc, vous allez sur Lichess. Et on va tout d'abord créer une étude. Donc, apprendre, étudier. Vous pouvez faire un plus. Voilà. Donc, le nom de l'étude. Donc, ici, alors, on va commencer avec les blancs. Bien sûr, ça va dépendre de votre niveau. Là, on va fonctionner par étude. Donc, on va dire une étude sur Lichess, ce qu'ils appellent l'étude. Donc, c'est un sort de dossier avec un ensemble de chapitres, de parties. Une étude pour les blancs et une étude pour les noirs. Mais on peut aller plus loin. Donc, commençons déjà comme ça. Avec les blancs, visibilité, c'est important de mettre sur non répertorié parce que vous n'avez pas du tout envie que tous vos adversaires du monde puissent y accéder. Voilà, le reste, on peut le laisser comme ça, mais c'est surtout la visibilité. Ok, on commence. Allez, le premier chapitre. Donc ça, c'est une étude, on va s'en servir. Ok, je vais vous montrer, voilà, on retrouve dans mes études. Moi, j'ai créé un thème, mon répertoire d'ouverture. Voilà, moi, j'ai 3 études. Voilà, défense Grunfeld, ce que je joue avec les noirs, contre B4. La sicilienne, ce que je joue contre E4 ou F4, ou cavalier F3. Et enfin, l'anglaise, ce que je joue avec les blancs. Et donc, on va voir, tiens, par exemple, là-dedans. Ici, j'ai créé un chapitre en fonction de chaque variante principale qu'on peut me jouer. Vous voyez, parfois, il y a très peu de choses dedans, où je ne parle pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on va trouver un exemple? Alors, les blancs, non. Alors, on va prendre plutôt la sicilienne. Là, j'ai des choses à dire. Voilà, vous voyez où ça peut très bien aller relativement loin avec des commentaires, etc. Je raconte mes avis, mais on va voir tout ça ensemble. Ok. Donc, je dis mon répertoire d'ouverture. Donc, allons-y. Vous allez sur votre partie. Là, j'en ai une qui vient de se lancer. Ok, j'ai les blancs. Donc, je joue C4. Hop. Ce sera à lui de jouer. Bon. Je vous conseille de lancer plusieurs parties en même temps. À vous de gérer. En avoir 5, ça peut être un bon nombre. 5, si vous avez 5 jours pour chaque partie, pour chaque coup, sur chaque partie. 5 jusqu'à 10. Au 10, ça commence quand même à faire beaucoup. Mais je vais prendre une partie, alors qu'est-ce que je vais prendre? On est encore un petit peu dans l'ouverture. Ici. Voilà, là le dernier coup de mon adversaire, c'est fou G5. Donc l'idée, si on regarde la mind map, je dis mon répertoire d'ouverture face à 7e coup fou G5. Soit mon coup d'adversaire a été prévu, donc il est dans le répertoire d'ouverture, soit il ne l'est pas. Donc, ok, ça a été joué ça. Je vais aller sur une étude, mes études, hop, répertoire d'ouverture, c'est une anglaise, donc vous, ce sera avec les blancs. Et donc, je regarde. Alors, pour pouvoir retrouver, ici, vous avez un petit microscope. Très intéressant. Souvent, les joueurs n'y pensent pas. Et en fait, ça nous donne accès à un échiquier d'analyse. C'est-à-dire que ici, je peux bouger, etc. Les coups ne se jouent pas pour de vrai. Ça permet, comme si on avait un échiquier, qu'on pouvait bouger les pièces. Mais aussi, ça permet de
d'avoir accès à la base de données. Donc, c'est autorisé. Je vous rappelle que l'analyse par ordinateur n'est pas autorisée. Même si vous le faites sur une étude, alors que vous avez une partie avec la même position, eh bien, vous allez perdre cette partie-là. Donc, ne le faites pas. Mais par contre, la base de données est possible. Donc, la base de données, c'est ce bouquin-là. Ce bouquin-là. Tout d'abord, il faut que vous allez sur la route dentée et que vous vérifiez Master Database. Alors, si vous êtes sur Master, il n'y a rien à vérifier. C'est surtout, n'allez pas sur, pour l'instant, n'allez pas sur Lichess et pas sur joueur pour l'instant. Donc, Master Database, OK. Et là, en fait, la base des maîtres, c'est tous les joueurs de plus de 2200. OK, 2200 Elo feed. Et c'est vachement intéressant. Parce qu'on voit que ici, le coup le plus joué, c'est E4, avec un très grand nombre de parties, et que les blancs ont gagné 33% de fois, donc sur 100 parties, 33 fois les blancs ont gagné. Il y a eu nul 42 fois, 42%, et 25% sur les noirs qui ont gagné. Ça donne des indications. On y reviendra. Sur les chess, c'est la base de données, mais propre aux parties. Et du coup, là, tout est mélangé. Alors, on peut le paramétrer un petit peu, mais ça va pas nous intéresser. Parce qu'on ne souhaite pas s'inspirer du débutant qui, voilà. Vous voyez que c'est assez différent. Sur les chess, il y a très très peu de matchs nuls, alors que, en vrai, j'ai envie de dire, les matchs nuls sont majoritaires. Ok, et joueurs, ça c'est très intéressant. C'est par rapport aux fois où vous avez joué sur Lichess. Eh bien, qu'est-ce que vous jouez? Donc là, la roue dentée est intéressant parce que vous allez vous mettre si vous avez les blancs ou les noirs. Donc ici, j'ai les noirs, donc hop, avec les noirs. Les cadences, alors ça peut être intéressant d'enlever les ultra bullettes, c'est très rapide. Les bullettes à la limite aussi. De garder, pourquoi pas, le reste, ça oui. Face aux correspondances long et rapide, oui. Mais très rapidement, c'est possible que vous jouez d'une manière différente. Ok. Le mode amical classé, on s'en fiche. La date aussi, voilà. Et donc là, je vois que, hop, moi, dans ce cas-là, 42 fois, j'ai joué C5. Ok. 2 fois cavalier F6 et une fois G6. Donc ça devait être une erreur ou des tests. Voilà, c'est intéressant parce que on va pouvoir voir effectivement lorsque ce sera un nouveau coup, votre adversaire vous joue un nouveau coup qui n'est pas de votre répertoire d'ouverture, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, mais j'y reviendrai. Pour l'instant, imaginons que votre adversaire joue C4. Alors nous, on était, je regarde juste la partie, c'était ici, d'accord, donc ici c'était une sicilienne, donc je reviens en arrière, ma petite sicilienne, hop. Donc, en appuyant ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ce qu'on a d'autre comme information, c'est ici, on a un code. Chaque ouverture, chaque variation dans une ouverture va être représentée par un code avec une lettre, A, B, C, etc. et un nombre. Donc, là, c'est A35. Donc, si vous tapez sur Internet ouverture échec A35, eh bien, on sait que ça correspond à une anglaise, une variante symétrique, les deux cavaliers, alors après ça je ne connais pas, mais la variante des deux cavaliers. Ok? Donc ici, dans mon répertoire d'ouverture, je peux créer un nouveau chapitre, s'il n'existe pas encore, avec A35, variante, etc., etc. Voilà, bon, moi j'ai pour l'instant l'anglaise symétrique. Après, ça dépend vraiment de la granularité, à quel point vous voulez aller en profondeur. Pour l'instant, moi, je l'ai pas séparé. Donc, j'ai bien A30 qui est l'anglaise symétrique, mais j'ai pas la variation des deux cavaliers pour l'instant. Donc, vous, pour l'instant, allez-y effectivement. Donc, si on recommence depuis le début, votre adversaire vous joue C4. Ok, dans votre répertoire d'ouverture, vous allez créer dans votre répertoire d'ouverture avec les blancs, pour l'instant, un chapitre réservé contre l'anglaise. Un minimum. Ok. Donc, imaginons, voilà, C4. Là, le mieux, si ça fait déjà un petit moment que vous jouez, dans votre répertoire d'ouverture, vous savez déjà. Donc, hop, on va mettre ça, donc, A30, l'anglaise. On va même le mettre plus tard, ça. Voilà, hop, on y va. L'anglaise, il a joué C4. Donc, joueur,
Hop, on vérifie bien que c'est avec la bonne couleur, avec les noirs, ça me va. Donc, je vois, sans surprise évidemment, que la plupart du temps, je joue C5. Donc, le mieux pour le répertoire d'ouverture, c'est déjà de partir sur ce que vous jouez déjà. Donc là, je vois, en plus, quand je joue C5, je remarque que les parties sur les chess, 52 fois sur 100, 52%, je gagne avec les noirs. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Je peux vérifier avec l'onglet Master que ça existe. Si ici, je vois pas C5, déjà, c'est mauvais signe. Ou si je vois C5, mais tu joué juste 3 fois, c'est qu'a priori, c'est pas du tout une bonne chose à jouer. Donc là, je vois qu'effectivement, C5, il est joué plein de fois et que c'est pas mal. C'est pas un mauvais coup par rapport aux autres. À haut niveau, les noirs se battent souvent pour l'égalité. Donc, il n'y a pas de souci. Je valide, je peux le mettre en place. Je clique dessus. OK. Et donc, sur ma partie, alors là, cette partie-là est déjà bien avancée. Mais, hop, sur cette partie, après C4, je vais pouvoir annoncer C5 et attendre qu'il joue. Très bien. Voici un peu le premier niveau avec que dit mon répertoire d'ouverture. Le coup de mon adversaire a été prévu, je continue aussi mon répertoire, ou non. Donc, là, c'était mon adversaire joue un coup nouveau pour mon répertoire. Ce coup est-il joué à haut niveau? Donc, tac, voilà, là il a joué deuxième coup, cavalier C3. Dans mon répertoire d'ouverture, on va imaginer que pour l'instant, je n'avais rien. Donc, cavalier C3. Ok, première chose que je vérifie, c'est est-ce que ce coup est joué à haut niveau? Donc, effectivement, on voit que là, cavalier C3, c'est le deuxième coup le plus joué. Donc, rien d'anormal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc, oui, il est joué à haut niveau. Si c'est non, déjà, je dois comprendre pourquoi. En fait, c'est quasiment la fin de mon répertoire d'ouverture. Si l'adversaire joue un coup, par exemple, on est ici, imaginons que l'adversaire a joué ça, bon, on voit qu'il n'y a plus aucune partie, c'est pas un coup joué. Donc, il y a de fortes chances, à 99,99999, que c'est un mauvais coup. Ok, donc alors un mauvais coup, alors attention, ça ne veut pas dire que vous avez mat en 3 coups ou que vous avez gagné une pièce. C'est juste que si vous jouez le mieux possible, vous gagnez. Donc, c'est un peu la fin de votre répertoire d'ouverture. Vous le mettez dans votre répertoire d'ouverture. Donc ici, hop, tac. Alors là, ça va jouer comme ça. Hop, voilà, là, on met un commentaire. Très important, les commentaires. Je vous le dis maintenant, retenez. Votre répertoire d'ouverture ne doit pas être juste une suite de coups, mais il faut que ce soit le reflet de votre pensée, de votre style de jeu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à parler de votre ressenti. Voilà, je vois ce coup-là, je me dis, vous pouvez même le mettre de manière très littéraire. Tiens, un coup qui me semble étrange. Alors je dis pourquoi. Ça condamne les blancs à faire le grand roc. Ici, le petit roc semble compliqué. C'est un coup très agressif. Hop. On s'en fiche des fautes, c'est pour moi. Coup très agressif. N'est pas joué. N'est pas joué à haut niveau. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc là, votre but, c'est de trouver comment vous allez continuer. Donc, comme c'est déjà la fin de votre répertoire d'ouverture, c'est un coup aussi bizarre que ça, juste le plan, le prochain coup. Et de se dire, bon ben ici, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait bien pouvoir rapidement faire une menace là-dessus. Peut-être, pourquoi pas, un coup aussi étrange que ça, pourquoi pas? Et de se dire, bah tiens, vous regardez, vous analysez et tout de votre côté, hein, sans utiliser l'ordi. Et là, alors, on m'a jamais joué G4, on va pas me jouer ça. Mais voilà, de se dire, bah tiens, j'ai bien envie de tenter D5. Deuxième coup, tac, 2 D5. Et vous pouvez préciser pourquoi, le fait de pousser ici. Hop, on attaque ici, on attaque ici. Attention à la dame, s'il n'y a pas des échecs un petit peu pas très sympathiques ici, mais voilà, c'est agressif, voilà. Et ça suffit. On est sorti de votre répertoire. Coup nouveau pour votre répertoire. Il n'est pas joué. Bon, vous comprenez pourquoi et vous l'exploitez au mieux. Parfait. Mais si c'est un coup qui est joué, ma foi, qui est joué, donc revenons sur cette partie-là. Ici, tac, tac, le cavalier, c'est un coup joué.
Bon. Ce coup est-il joué à haut niveau? Oui. Je regarde les réponses possibles et j'en choisis un en fonction. Et donc là, il y a 3 critères qui sont classés sur la mind map par l'importance. Avant tout, en fonction de votre plan et envie. Donc ici, on est au début. Le plan de la sicilienne, ici, ce que jouent les noirs s'appelle la sicilienne, c'est contre l'anglaise. C4, C5, une anglaise symétrique. Bon, ben voilà, on sait que le plan, il va y avoir de l'enjeu ici. On va essayer de pousser, d'aller au centre. Le fou va, la plupart du temps, aller en fianchetto. Je sais que le cavalier, bon, il doit se trouver une chouette case. Peut-être même pousser ici les deux. Hop, ok. Bref, c'est un peu le plan. Donc, c'est un coup qui n'existe pas encore dans mon répertoire d'ouverture. Je regarde en fonction de mon plan et mes envies. Bah, c'est bon, de ce que j'ai l'habitude de jouer et des statistiques. Donc, de ce que j'ai l'habitude de jouer, on revient ici. Donc, si c'est ça la variante, cavalier C3. Alors, qu'est-ce que j'ai l'habitude de jouer? De droite, je joue cavalier C6 la plupart du temps. Une fois j'ai fait E5, c'est pas du tout représentatif. Cavalier C6. Donc, cavalier C6, là, il n'y a pas de raison, si ce coup-là existe, et c'est effectivement le coup le plus joué, il n'y a pas de raison de se casser la tête plus que ça. Ok, effectivement, cavalier C6 semble bien. Voilà. Donc, on reprend les 3 points de mon plan et de mes envies, de ce que j'ai l'habitude de jouer, des statistiques, donc, c'est-à-dire de ce que les maîtres, en tout cas les forts joueurs, peuvent jouer. Ok. Donc, voilà pour l'ouverture. Évidemment, là, c'était au début. Plus on va aller loin, plus il va y avoir des chapitres différents. Donc, je vous ai conseillé de créer d'abord un répertoire d'ouverture avec les blancs et un autre avec les noirs. Ou en tout cas, un avec les blancs et avec les noirs. Pourquoi pas en faire un contre D4, contre E4. Ça peut être pas mal. Contre C4. Ça peut déjà faire 2, 3 répertoires d'ouverture. Effectivement, d'études. Et dedans, c'est à vous de choisir la granularité. C'est-à-dire que plus vous venez de commencer, ben, ça sert à rien d'aller très très loin. Et j'insiste vraiment sur l'importance de mettre des commentaires. Alors là, je les ai beaucoup rédigés, on n'est pas obligé d'autant les rédiger, mais pensez à mettre des commentaires. Autre chose, tiens, que je vais rajouter, assez intéressant, c'est que, bon ben voilà, on va avancer, l'attaque Grand Prix, tac, 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 ok. Alors là, hop, on passe chez les maîtres. Votre adversaire a joué, on va avancer, tiens, G3. Et sur G3, bon ben, vous regardez, qu'est-ce que j'ai l'habitude de jouer ici? Ah, rien. Rien. Pourquoi? Certainement parce que c'est bien réglé. Ah bah oui, c'est pas, voilà. Avec les noirs, c'est mieux. Ok, voilà. On voit qu'il y a 2 solutions. C'est parce qu'on m'a pas souvent joué cette attaque Grand Prix. Voilà. Ou que je jouais une autre variante avant et que j'ai changé. Bon. Donc, je peux pas vraiment m'aider de ça. Au niveau de mon plan, bon, ben, j'ai des idées, etc. Au niveau de ce qui est joué, bah, D6 est beaucoup joué, E6 aussi. Alors, le fait que ce soit beaucoup joué, vous ne devez pas dire, bah, c'est beaucoup joué, c'est le mieux. Parce que tout dépend de votre style. Et en plus, c'est joué à haut niveau. Donc, il faut que ce soit des coups que vous comprenez. N'allez pas dans des variantes très compliquées qui conviennent peut-être à un 2400, mais qui ne va pas vous correspondre à vous. Donc, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez au niveau oui, du style de jeu. Vraiment, c'est important. Bah, D6, E6, je vois même que tour B8 est joué. De là, pareil, tour B8, vous ne comprenez pas l'intérêt et vous dites, mais attendez, là, on est censé se développer, mettre le roi à l'abri, puis attaquer. À quoi sert tour B8? Bah, ça ne sert à rien de jouer, même si c'était des statistiques assez intéressantes. Ici, ça prépare certainement la poussée B5. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est pour nourrir un petit peu votre imagination, c'est de regarder, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici, je sais pas trop, tiens, j'ai envie de faire D6, et de regarder, là, vous avez les meilleures parties. Si vous êtes du côté des noirs, bah, regardez des parties où les noirs ont gagné. Vous en choisissez, si vous reconnaissez des noms de joueurs, bah, n'hésitez pas. Voilà, là, on voit qu'il y en a pas mal où les noirs ont gagné. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, notre nouvelle célébrité nationale, voilà, une partie qui a été jouée en 2019, Firouzja. Et vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez soit la voir, ce qui va ouvrir un nouvel onglet avec la partie,
et vous pouvez continuer, ça c'est sa partie, et vous voyez comment il a fait pour gagner, les idées, etc. C'est assez intéressant. Prenez pas 3 heures pour l'analyser, juste regardez, tiens, vous posez un peu la question, pourquoi il fait ça? Et ça va simplement vous donner des idées de plans. Là, on voit qu'ici, il y a un plan clairement à l'aile dame, on y va, on attaque, et en fait, c'est un sort de déséquilibre. Les noirs attaquent ici, en espérant du coup avoir un avantage de ce côté-là, avant que les blancs attaquent de l'autre côté, sur l'aile roi. Ok, comment il a fait pour essayer de s'en sortir? Tac, tac, ok, alors là je vais vite, prenez quand même du temps, vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, voilà, mais que les coups vous parlent, de comprendre un peu. Bon, voilà, rapidement, on remarque que tiens, c'est les noirs qui disent la cadence. Pour l'instant, ils n'ont pas encore été embêtés par à l'aile roi. Tac, tac. Ils ont réussi à positionner leurs pièces de mieux en mieux, à les rendre actives, etc., etc. Ça, c'est une solution. Et vous pouvez même citer. C'est bien ça. Voilà, vous citez. Et ainsi, il va y avoir un lien vers la partie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que quand vous allez réviser votre répertoire d'ouverture, ou que vous allez rejouer la partie par correspondance, KLC6, F4, etc., ok, D6, ah tiens, mais pourquoi? Et ça vous permet d'avoir tout de suite un exemple. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, vous pouvez, le but c'est vraiment d'avoir de belles parties, d'autres ça va vous parler, et puis vous allez vous rapprocher aussi. Si finalement vous remarquez que vous citez souvent notre cher Ali Reza, de se dire, tiens, c'est un joueur intéressant, si vous aimez bien son style de jeu, c'est un indice, ça va vous permettre d'avoir des références, des sortes de mentors. Donc voilà pour le fait de citer. Ok, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Mon adversaire joue un coup nouveau, etc. On regarde les réponses possibles, votre plan, votre envie, vous êtes au centre, toujours. En augmentant, de niveau, vous allez voir que vous allez changer, améliorer votre répertoire d'ouverture. Donc voilà, c'est quelque chose de vivant, d'organique, de ce que vous avez l'habitude de jouer, car on part de l'existant. Et enfin, des statistiques, c'est le dernier point. Donc en termes de priorité, c'est le 3e, mais ça reste évidemment important. Vous n'allez pas trouver une merveille théorique. Quand on trouve des nouveautés théoriques, elles étaient souvent déjà jouées, au moins un minimum. C'est juste que elles n'ont pas encore eu de grand succès parce qu'on n'avait pas encore tout compris. Bon, et là, vous pouvez tout à fait me poser, mais quand est-ce qu'on arrête? À combien de coups? Les 10, les 20 premiers coups? Alors comme c'est vraiment exponentiel le nombre de solutions, on ne cherche pas à aller très loin. Et vous allez avoir des variantes où vous allez aller jusqu'au 10e coup, ce sera très bien, et d'autres juste 5 coups, ça suffit. De toute manière, à partir du moment où vous voyez que, si on avance, attaque, là il y a déjà plus de 37 parties. Donc c'est encore tôt pour arrêter, je suis encore en train de bosser dessus, mais il en reste déjà plus grand chose. Alors je vais essayer de vous trouver, ici, qu'est-ce qu'on a? Trouver, ici. Voilà. Ici, hop, tac, on avance. On remarque qu'ici, je suis allé jusqu'au 13e coup. 13e coup, et on remarque que, là, c'est bon, on est à la fin. Il y a plus personne plus qu'une partie là-dedans. Donc, ce n'est plus la peine de continuer. Ce qui est le mieux, quand vous arrivez à la fin d'une variante, à la fin d'un chapitre, bien, vous mettez un commentaire avec les grands plans. Donc ici, voilà, en tant que noir, a priori, mon plan, ce sera de faire ça, d'attaquer à tel endroit. Et les blancs, leur plan devrait être de faire ça. Et c'est bon, c'est ok. Après, on bascule dans le milieu de jeu. Donc ici, ça va assez loin. Le 13e coup, c'est quand même, c'est clairement loin. Mais ça peut aller très moins loin. Ici, on en a 4. On peut aller encore un peu plus loin, mais 4, 5 coups, c'est déjà pas mal. Jusqu'à 10, c'est bien. De toute façon, si vous allez trop loin, vous remarquez que ça ne voudra plus rien dire. Voilà, à partir du moment où il n'y a plus personne qui joue. Bon. Alors, ce qui peut arriver tout à fait, plus vous avez un niveau peu élevé, plus vite vous allez sortir de ce qui est joué. Ici, par exemple, mon adversaire, il joue fou B5. Ce n'est jamais joué. Voilà, ici on est dans une bird. Le fou B5 n'est jamais joué à haut niveau. Donc,
Voilà, je l'ai écrit, n'existe pas dans la base de données. J'ai mis l'autre Chi, je l'ai joué. Enfin, Chi me l'a joué, c'est mon papa d'ailleurs. Et donc voilà, donc là l'idée c'est que vraiment je cherche quelque chose. Donc voilà, je cherche, est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? Voilà, j'analyse, je vais citer, je vous montre pas tout, hein, c'est un peu secret, mais voilà, je vais citer des parties où je l'ai joué et je regarde, etc., etc. Je vais encore vous montrer un exemple par rapport à l'ouverture. Alors c'est un exemple avec les blancs. Donc hop, mes études, mon répertoire d'ouverture, l'anglaise, système des 3 cavaliers. Voilà, A27. Ok. Tac, tac, tac. On avance. Donc ici, les choses, pof, pof. Cavalier F6. Juste avant là, je mets déjà une partie jouée d'autre par des grands maîtres. Voilà, qui m'inspire pour que je vois un peu. Voilà, ici, voilà, comment ça se passe, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la partie des grands maîtres. Ok, et ça me permet d'avoir une idée. Je regarde vite, évidemment, hein, je ne vais pas le faire en temps réel, mais ça me permet déjà de voir, ok, c'est plutôt un grand roc, le roi ici, on a poussé ici, c'est important, on a essayé de libérer des cases fortes ici, ici. Bref, j'analyse, ça me permet de me donner des idées et de voir comment les blancs ont réussi à gagner. Quels sont un peu les enjeux. D'une part. D'autre part, voilà, j'ai un adversaire qui a joué fou B4. Ça n'existe pas. Jouer une fois dans la base de données. N'est pas joué. Mais je sais très bien que mon adversaire, il est loin d'être d'être un petit rigolo. Donc pourquoi? Je me dis, tiens, ça doit être à cause de Dame H5. Voilà, mais c'est approuvé. C'est approuvé face à Mounir, j'ai mis le lien vers la partie que je suis en train de jouer. Voilà, et je rajoute des commentaires. Voilà, bah oui, car si ça se trouve, en fait, Dame H5 fait peut-être gagner du temps au noir. Ça, c'est parce que je suis en train de jouer la partie que je remarque ça. Et donc voilà, c'est la dame, etc., patati, voilà. Et je mets le plan. Le plan est, bah oui, ce cavalier ici, à un moment donné, tac, tac, il devra arriver ici, on doit avoir la poussée aussi pour créer cette case forte. Bon, ok, et de mettre le plan. Voilà, donc, résumons tout ça. Améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance, juste l'ouverture. L'ouverture, hein, on ne gagne pas dans l'ouverture. À quoi sert l'ouverture? Si vous gagnez dans l'ouverture, ça peut arriver, mais c'est que votre adversaire a mal joué. L'ouverture, plus vous allez progresser, plus vous allez remarquer que l'ouverture, on ne gagne pas, on peut perdre dans l'ouverture, mais le but n'est pas de gagner. L'ouverture, son but, c'est juste d'arriver à une position où vous avez du plaisir à jouer. Et remarquez, je dis même pas une position où vous êtes mieux. Non. Plus vous avancez en niveau, à la sortie de l'ouverture, vous ne serez pas mieux. Mais l'objectif, c'est d'avoir une position que vous avez du plaisir à jouer. Donc, le choix des ouvertures notamment, voilà, lorsque je joue l'anglaise, lorsqu'ici je décide de jouer D4, c'est un parti pris qui est très fort. C'est-à-dire que s'il y a ça qui se passe, il faut que j'ai du plaisir à jouer cette partie. Il faut que je me dise, ça correspond à mon style, ça correspond à ce que je veux développer. Et c'est à ça que je sers l'ouverture. De petit à petit, en essayant, en testant, voilà, ici, hop, une autre ouverture, qu'est-ce que ça donne? Pof, pof, pof. Voilà, il faut qu'ici, je me dis, ça j'aime bien, j'ai le fou en fianchetto, ça attaque ici. Bon, l'autre, il va avoir pareil, mais je sens qu'il peut-être y aura des menaces à sortir. Il faut que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il va falloir trouver une autre ouverture ou tout d'abord remarquer pourquoi ça ne vous plaît pas. Donc voilà, juste pour l'aspect ouverture. Maintenant, on va voir le milieu de jeu. Oui, ouverture, c'est bon. Vous avez construit votre répertoire d'ouverture, vous commencez à sortir de l'ouverture, il n'y a plus vraiment un nombre significatif de parties dans la base de données. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle le milieu de jeu. Donc, a priori, on a roché ou pas très loin, on a sorti quelques pièces. Ça dépend des ouvertures, c'est plus ou moins loin, mais voilà, le milieu de jeu. Donc, on va voir cette magnifique mind map. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Milieu de jeu. Tout d'abord, on regarde s'il y a de la tactique dans l'air. Oui, on va utiliser le pitch. Donc, le pitch, si vous ne connaissez pas encore cet outil fantastique, on va en parler. Le pitch, c'est 3 lettres, photographier, imaginer, calculer. Donc, prenons un exemple. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description la fiche du pitch. Voilà la stratégie de recherche, le pitch, photographier, imaginer, calculer. Comme ça, c'est bien expliqué. N'hésitez pas à le garder sous la main. Mais on va voir avec un exemple. Ici, alors ce n'est pas une partie que j'ai jouée par correspondance, vu que c'était les Noirs, c'est Steinitz, le premier champion du monde officiel.
Donc voilà, là on doit être c'est fin 19e siècle. Hein. Bon. Alors, photographier, imaginer, calculer. C'est votre partie. Milieu de jeu, bon là on est presque en finale. Hein. Et vous dites, tiens, est-ce qu'il y a de la tactique dans l'air? D'accord, en fonction de votre niveau, la réponse va être oui, et vous avez envie de calculer. Si vous avez envie de calculer des choses, c'est qu'il y a de la tactique dans l'air. Si vous n'avez pas envie, si vous êtes plutôt à chercher un plan, à développer des pièces, alors ça, on verra juste après. Donc, tactique. Ici, photographier. D'abord le F. Le F. Le P. Oulala. Le pitch. Non, pas le fic. Le pitch. Photographier, imaginer, calculer. Donc, photographier. D'abord, on va photographier au regard de la position dans son ensemble. Et on cherche un peu les lignes de tension. Qu'est-ce qu'il y a d'attaqué? Là, on remarque qu'on a notre cavalier qui est attaqué. Ça, on va le mettre en rouge. On a un fou. Ah, ça, c'est pas mal aussi, qui contrôle les cases près du roi. On remarque que le roi, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Intéressant. On a la tour qui attaque au rayon X le roi, donc à travers le pion. En fonction de votre niveau, vous voyez plus ou moins de choses. Si là, on pourrait gagner un pion en un coup. On n'oublie pas de voir aussi les menaces de l'adversaire. Bref, aux photographies. Deuxièmement, le I pour imaginer. Là, si on était un demi-dieu, si on avait le droit de placer les pièces comme on voulait, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Par exemple, là, si j'étais tout puissant, j'aimerais bien enlever ce pion. Si j'enlève le pion là en H2, eh bien, ce serait échec et mat. Donc ça, c'est intéressant. On garde cette information. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire d'autre d'un minimum réaliste? Je crois que pour l'instant, enlever ce pion, c'est la seule chose qui me donne vraiment envie. Ok, il pourrait y avoir d'autres choses. Et ensuite, on passe au C, qui est calculé. Mais avant de calculer, on liste d'abord tous les coups candidats qui nous semblent intéressants. Et ça, c'est important. J'en reparlerai un peu plus tard, mais on commence par lister les coups candidats pour éviter l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est de se dire, vous voyez la position et vous dites ah tiens, là j'aimerais bien faire ça. Et puis vous commencez tout de suite à calculer. Là c'est pas mal, ça attaque la tour là, ça attaque ce pion, peut-être qu'après je pourrais faire un échec ici, protégé par le fou, je sais pas, bon. Et vous vous lancez dans une réflexion. Mais pauvre petit humain que vous êtes, votre esprit est limité. Vous ne pouvez pas être à fond sur tous les coups. Imaginez qu'il y a 5 coups candidats. Que là, il faudrait réfléchir le cavalier ici, qu'il faudrait réfléchir la prise ici, qu'il faudrait réfléchir, je sais pas, la prise ici, et qu'il faudrait encore réfléchir un coup de fou. Waouh! Réfléchir à fond toutes les variantes, non. On va lister les coups candidats. On se retient. C'est pour ça que le pitch, c'est important, surtout quand il y a de la tension tactique, pour ne pas réfléchir dans tous les sens, être épuisé, arriver à la fin d'une variante, on a un pion en plus et on se dit ah bah c'est chouette, je joue ça, alors que si ça se trouve vous pouvez gagner une pièce, voire le mat. Donc on se calme, on photographie, on imagine, puis on liste les coups candidats. Quand on les a listés, on les hiérarchise. Quel est le coup candidat qui semble le plus intéressant? Et c'est celui-là en premier qu'on va calculer. Souvent, pour la tactique, quand on voit qu'il y a une possibilité d'échec, on regarde. Parce que s'il y a échec, puis mat, ça règle la question, pas besoin de calculer le reste. Donc ici, dans les coups candidats que j'ai listés avant, un peu à la va-vite, il y avait ce coup qui commence par un échec. Donc soyons fous, imaginons. Et c'est maintenant vraiment qu'on calcule. Donc vous voyez, même pour faire de la tactique, où on dit c'est du calcul mental, eh bien c'est seulement à la fin qu'on calcule. D'abord on photographie, on imagine, on liste les coups candidats, puis on calcule. Ok? Donc c'est le C pour calculer, mais aussi le C pour coup candidat. Beaucoup de C. Voilà, et ici, vous l'avez peut-être déjà remarqué, effectivement, on prend. Échec, le roi est obligé de reprendre, et on a le mat. Ok, donc dans vos parties, par correspondance, prenez le temps de vraiment photographier, imaginer, calculer, et de prendre des notes. On va voir ça tout de suite après. Revenons sur cette magnifique mind map. Bon, donc, de la tactique dans l'air, oui. Et puis finalement vous ne trouvez rien de convaincant, ça vous a fait des infos, hein. Ça vous a fait de la data. Vous avez vu là, ça marche pas, la fourchette elle marche pas à cause de ça, vous le retenez, ça servira peut-être plus tard. Mais vous passez aux 3 questions. Et là les 3 questions, c'est pas une invention de mon cru, contrairement au pitch,
mais de Agar, Jacob Agar, qui est un très grand entraîneur et à part la particularité d'avoir certainement le nom de famille avec le plus de A dedans, avec si peu de lettres, quand même, Agar, eh bien, il a développé ces 3 questions qui sont vachement intéressantes. C'est-à-dire, non, je pose les 3 questions d'Agar, pas de tactique dans l'air, on regarde 1, et on les fait dans l'ordre. Quelles sont les faiblesses? 2, quelle est la plus mauvaise pièce dans mon camp? Et 3, quelle est l'intention de mon adversaire? Et c'est maintenant où je vais vous demander toute votre concentration, car c'est extrêmement important. Ces 3 questions vaut de l'or. Et dans une partie par correspondance, c'est vraiment le cadre parfait pour s'entraîner à les poser. Et c'est important, parce que quand vous êtes dans une vraie partie, vous allez oublier ces questions. Pourtant là, j'insiste en disant, c'est vachement important, pensez-y. Vous allez oublier pendant votre partie de vous les poser. Vous allez peut-être vous les poser trop tôt dans l'ouverture alors que c'est pas le moment, ou trop tard et vous avez déjà perdu ou presque perdu. Donc, entraînez-vous sur les parties par correspondance. Donnez-vous ce cadeau, faites-vous cette rigueur de vous les poser. Quelles sont les faiblesses? Quelle est la plus mauvaise pièce dans mon camp et quelle est l'intention de mon adversaire? Là, on va prendre une partie que je suis en train de jouer en correspondance. On est un petit peu plus loin dans la partie, mais c'est vraiment le processus. Parce que regardez bien sur cette carte. Regardez bien, hop, ici. Les 3 questions, il faut faire une liste de coups candidats, d'analyser d'abord les coups les plus prometteurs et de prendre note des réponses aux 3 questions. De détailler à l'écrit son processus de réflexion, les plans, pensées, espoirs, craintes. Voilà. Donc, extrêmement important. Ici. Dans Lichess, vous avez un petit onglet qui s'appelle Notes. C'est des notes privées. Votre adversaire ne les voit pas. Vous pouvez très bien les noter là-dedans. Je vous conseille encore mieux de les noter dans un fichier, dans un document. Donc là, vous faites comme vous voulez ou sur papier. Au début, j'avais commencé en le faisant sur papier. J'écrivais. Alors, vous avez un cahier, ça peut être très sympa. Vous avez un cahier où vous notez toutes ces pensées qu'on va voir ensemble. Voilà, mais ça peut être simplement un simple document ou Notion, si vous utilisez Notion, bref, un outil qui vous plaît, perdez pas de temps là-dessus. Ce qui se passe, c'est que ici, dans cette partie, voilà, au 10e coup, j'ai commencé, donc j'ai noté. Voilà, je vais mettre peut-être un peu plus grand. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est pas très grand. Est-ce que je pourrais agrandir ça? Je vais juste mettre un coup de zoom, tiens, ça devrait être pas mal. Hop, zoom, voilà, ça c'est pas mal. Ok. Zoom pour que vous voyez bien cette partie-là. Donc, on est ici, je dois jouer mon 10e coup. Donc, j'écris, 10e coup, 2 points, et je me pose des questions. Alors, là, on n'est pas du tout en mode, c'est un cours. C'est une partie, c'est les notes que j'ai posées pour moi, donc c'est pas forcément très détaillé. Au début, détaillez beaucoup. Après, vous allez trouver votre propre manière de faire. J'ai passé le temps que je voulais passer dessus. Il ne s'agissait pas que ce soit le plus juste possible. C'est juste vous donner un exemple. C'est juste vous donner un exemple. Voilà. Très, très important. Donc, 10e coup. Ok, c'est à moi de jouer, j'ai les blancs. Et je me pose des questions. Parce que là, vous voyez, c'est un peu particulier. Je considère qu'on est sorti du répertoire d'ouverture. En tout cas, je ne souhaite pas aller trop loin dans ce répertoire d'ouverture-là. Parce qu'on ne va pas me le jouer souvent. Et je me pose 3 questions. Quelles sont les faiblesses? Je me dis, les faiblesses, il y a le roi noir, la tour en A-chute. Voilà, je me le justifie, je le sais, le roi noir, parce que possiblement, si il n'est pas vraiment roqué, même si finalement il n'est pas très loin de sa place de rock. Et puis la tour, tant qu'elle est là derrière, elle sert à rien, et puis on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Bon. Ok. Quelle est la plus mauvaise pièce chez moi? Alors là, la dame blanche. Et je précise, la dame blanche, mais est-ce un avantage? Et donc on va vers l'attaque, ou un défaut parce que facilement attaquable? Effectivement, si la dame elle est là, si je souhaite attaquer le roi, cette dame-là, elle est très bien placée. Par contre, on voit que ici, la dame serait obligée de reculer. Donc, elle n'est pas bien placée. Elle n'est pas bien placée. Bon, ok. On pourrait parler aussi du cavalier. Là, je n'en parle pas. Mais si vous voyez ça, vous dites, oui, le cavalier, il est quand même bizarre. Effectivement, il a un plan pour se recycler. Bon. Quelle est l'intention de mon adversaire? Donc, cette question-là aussi, elle vaut de l'or. Et c'est totalement dingue. Mais en fait, vous jouez contre un être humain. Et
ce serait tellement bien hein, qu'il satisfait tous vos petits désirs, mais non. Il veut aussi gagner. Et se poser la question, dans cet ordre-là, hein, faiblesse, mauvaise pièce, puis après, l'intention de son adversaire, c'est super puissant. Parce que là, vous allez sentir ce que votre adversaire veut jouer. Donc ici, ouais, le cavalier F6, quand même, je pense qu'il veut le jouer. Pour justement enlever les deux faiblesses que j'ai vues avant, hein, le roi, qui du coup sera quand même mieux protégé avec le cavalier devant, et puis la tour, tu pourras bouger si nécessaire. Bon, c'est son intention. Donc j'écris immédiatement son intention, c'est cavalier F6. Ce qui attaque la dame permet de développer le cavalier, possiblement la tour, et ainsi les rois auront roqué à pied. Donc roqué à pied, c'est quand le roi, il arrive finalement sur la même case que s'il avait fait un roc, mais en y allant une case après l'autre, sans pouvoir faire de roc. Ok. Donc à partir de là, c'est un peu à chacun de s'organiser en fonction de ce que vous voyez sur la position. Moi, j'ai mis les plans directions possibles. Donc, on retrouve ici, hein, prendre note des réponses aux 3 questions, détailler à l'esprit son processus de réflexion, plan, pensée, espoir, crainte. Et ensuite, on va lister les coups candidats, analyser les coups les plus prometteurs d'abord. Ça, c'est quand même en tactique. Donc, ici, j'ai mis les plans directions possibles. Moi, je pourrais finir le développement avec roc. Le petit, le grand, bon, mais c'est pas encore. Un autre plan possible serait attaquer sur le roc. J'ai pas encore commencé à réfléchir. Hein. Est-ce qu'on peut sacrifier le cavalier? Est-ce qu'on pourrait l'amener là? Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. C'est juste des plans comme ça. Et puis chercher à empêcher le développement des noirs. Parce que comme les noirs, c'est un peu particulier, qu'ils ont le roi qui peut-être peut être menacé. Bah, si j'arrive à empêcher, est-ce que le fait de pousser ici, ça peut être intéressant? Est-ce que le fait d'amener le cavalier là, ça peut être intéressant? Bon, c'est juste des plans comme ça. Et coups candidats. Tout d'abord, je les ai listés. J'ai mis cavalier D5, j'ai mis cavalier G1, j'ai mis grand roc, et j'ai mis A3 pour chasser le fou. D'abord, j'ai listé. Et puis, pour chaque coup, en une phrase, et ça c'est important, en une phrase, justifiez chaque coup. On ne calcule pas encore, vous dites juste pourquoi vous avez pensé le mettre comme un coup candidat. Donc, cavalier D5, j'ai dit, voilà, ça contrôle cavalier D5, contrôle F6. Et au début, c'était juste ça que j'avais mis. Hein. Donc, cavalier D5, contrôle F6. En une phrase. Cavalier G1, ça prépare à chatte et permet de chercher une meilleure case pour le cavalier. Ok. Tac, tac. Il aura une meilleure case. Si je peux pousser ici, le mettre ici, voilà. Là, c'est assez vite. C'est sans calculer de mon côté. C'est juste l'idée globale. Le grand roc, développement. Pas la peine de le justifier plus que ça. Il y a 3 au chasse le fou. Voilà. Et permet peut-être de placer le fou, hop, en C3. Ce qui serait très, très, très cool. Hein. Bonne attaque au rayon X. Bon. Donc, ici, tac, tac, tac. Voilà. Là, il faudrait un peu lister dans quel sens je dois réfléchir. Et j'ai pas encore choisi quel coup candidat je veux d'abord calculer. Parce qu'il y a d'autres questions qui me viennent. Et je me dis, mais quelle est la bonne case pour la dame après cavalier F6? Vous voyez un peu comment la pensée peut s'imbriquer? Avant, on s'est dit, cavalier F6, ça va être ce qu'il va jouer. Je le sais. Donc, autant que je le sache déjà, qu'est-ce que je vais en faire de cette dame-là? Est-ce que je vais la mettre en E2, en D2, en D1? Souvent, voilà, ça donne envie de la mettre en D2, en E2. On se dit, bah punaise, on l'a sortie, si elle revient sur sa case de départ, c'est un peu dommage. Et puis là, je dis en s'appuyant sur la partie, parce que cette position-là, on la trouve un tout petit peu dans... hop, si on vient ici, alors, tac, tac, non, on la trouve pas. Mais je me suis appuyé sur, donc là, dans la base de données, il n'y a pas de partie ici, mais par contre, j'ai trouvé une partie qui ressemblait. Une partie qui ressemblait où la dame n'était pas sortie, mais voilà, je crois que ce pion-là était peut-être aussi ici, mais en tout cas, on retrouve l'idée. Et du coup, quand j'avais fait mes recherches, je me suis dit, bah voilà, en s'appuyant sur la partie, pop, donc je l'ai, tenez, hop, je vous la mets. Alors, c'est ça la fin, une partie évidemment où les blancs ont gagné, tant qu'à faire, c'est quand même un peu mieux. Tac, tac, il y a ça qui joue, et puis finalement, regardez, voilà. On arrive à cette position. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Ça, ce n'est quand même pas pareil que ça. Mais néanmoins, il y a des points communs. Et je me suis dit, bon, ici, la dame n'est pas sortie, mais il y a le cavalier. Bon, et je regarde, c'était quoi après le plan des blancs? Ok, le cavalier, poussé H4. Ok, on a une bonne case. Ah, le roi qui se déplace. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air sympa, j'ai regardé, ça me plaît bien de jouer comme ça. Donc, je m'appuie sur cette partie-là
Alors, je m'appuie, où suis-je? Je m'appuie sur cette partie-là pour dire que le cavalier ira en G1. Alors, hop, voilà. Que le cavalier ira en G1, en E2 à F4, que le jour à H4, que la dame ira en C2, intéressant, et en grand roch. Donc là, ça me répond à quelle case pour la dame une fois que le cavalier est sorti. Bah, si je mets la dame là, elle va bloquer le développement de mon cavalier et elle ne pourra rien faire. Donc, voilà, je prends note. Donc, on élimine pour l'instant le grand roch. Donc, je sais que le grand roch, c'est pas la peine que je réfléchisse parce que voilà, la dame, cette case-là ne sera pas disponible. Donc, j'élimine le grand roch. Ça crée un embouteillage. A3 peut être joué à n'importe quel moment, donc aucune raison de toucher la structure de pion pour le moment. Les justifications, là, c'est pas une masterclass. Je suis pas en train de vous dire que là, quel est le mieux pour cette position. Là, c'est ma tambouille en fonction de mon niveau, de ce que je suis en train de faire en ce moment, de ce que je développe, je teste, etc. Non, ce qui compte, c'est le processus. C'est ce que je note, comment je le note surtout. Donc voilà, A3, etc. Il reste cavalier G1, pas de risque que la dame se fasse enfermer maintenant, il semblerait. Bon. Et du coup, finalement, j'ai, en regardant, le cavalier D5, après, je l'ai justifié. Cavalier D5, qui pouvait paraître intéressant, un peu agressif, je veux pas échanger ce fou-là. Moi, il m'intéresse trop pour le mettre ici. Donc, à un moment donné, je veux bouger le cavalier, mais pour pouvoir mettre le fou et attaquer. Bon. Donc, ainsi, j'arrive un peu à la fin de ces 3 questions. Là, c'est vraiment important. Donc, vraiment, prenez note de vos processus de pensée, de vos idées, de vos plans, etc. Ça sert à plusieurs choses. Déjà, ça vous oblige à vous poser et à vous poser les bonnes questions. Mais aussi vous, à vous poser, à pas aller trop vite. Et les parties par correspondance, c'est parfait pour ça. Et ça va vous apprendre plein de choses. Vous allez comprendre votre style et tout. Et puis en plus, si un jour vous montrez vos pensées à quelqu'un, à un entraîneur, et ben il va pouvoir vous dire, ok, vous raisonnez comme ça. Là, il y a une erreur. Là, tu crois que ça, c'est bon. Et non, tu as fait une erreur de jugement et on pourra voir pourquoi et comment faire pour que vous progressez. Donc voilà, on arrive à la fin pour l'histoire du milieu de jeu. Rien de bien compliqué et en même temps, c'est fantastique. Vraiment, c'est une manière de plonger dans les entrailles de votre cerveau. Parfait. Enfin, la finale. Le dernier moment de la partie, qui bien souvent, il n'y en a même pas. La mort arrive avant. Mais bon, la finale. Est-ce que je peux dire si la finale est gagnante, perdante ou nulle? Cette petite question anodine est vachement importante. On va pas dire grand-chose sur la finale, hein. Comment utiliser les parties par correspondance pour améliorer son processus de réflexion. Pour les finales, ce qui est important, c'est que ce soit vous qui soyez le moteur d'analyse. Vous qui êtes capable de dire, là, c'est qui gagne? Les blancs, les noirs, c'est égalité, nul. Ça, c'est important. Et même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites, là, a priori, c'est match nul. Si les deux jouent le mieux possible, c'est match nul. C'est quelque chose en milieu de jeu qui n'a pas d'intérêt à être fait. Enfin, ou qui est fait naturellement, mais dans les finales, c'est important. Parce que vous allez noter les caractéristiques de la position. Vous notez les caractéristiques de la position, de qui gagne, qui perd, pourquoi. Et le but, c'est de, à partir de votre partie, trouver un moyen de l'analyser au niveau des finales. C'est-à-dire que, tout d'abord, c'est gagné, c'est perdu, c'est nul, vous savez pas trop. Comme vous avez les caractéristiques, vous allez chercher si vous pouvez pas trouver dans un livre ou sur Internet une finale avec le même matériel, une finale qui pourrait vous aider. Donc, s'il y a d'un côté 2 pions qui avancent ensemble, regardez un peu, est-ce que c'est une finale de tour, de fou? Est-ce que c'est quelque chose de très connu, comme la position de Lucena, par exemple? Essayez. Alors évidemment, vous n'allez pas trouvé, rarement, dans un livre, la même finale avec les mêmes pièces aux mêmes endroits. Mais peut-être que votre partie, c'est 2 finales. Par exemple, une finale avec une tour, mais vous avez aussi un fou. Alors, étudiez ça. Essayez de trouver. Même avant de regarder dans un livre, je vous conseille de le mettre sur un échiquier et de le faire par vous-même. De simplifier la finale et de chercher vraiment dans tous les sens. Voilà, refaites ce travail un peu de chercheur où vous cherchez à savoir est-ce que cette finale elle est gagnante ou pas. Donc vous utilisez pas l'ordinateur, bien évidemment, pas l'ordinateur, mais cherchez à savoir, notez les caractéristiques. Voilà, vous avez toujours les 3 questions d'Agar qui fonctionnent toujours, même en finale, je les ai pas remis, mais c'est valable tout le temps.
dans l'ouverture déjà, mais aussi son répertoire, et jusqu'à la fin. Donc voilà, pour la finale, il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, mais se poser la question, tiens, gagnant perdu, ça peut être pas mal parce que vous devez le justifier évidemment. Si vous dites, ah bah oui, c'est gagnant, mais pourquoi? Ah, parce que j'ai un fou qui est de la même couleur que la case d'arrivée de mon pion, donc je pense que c'est gagnant. Ok, parce que si on enlevait toutes les pièces et que gardait que les pions, ce serait gagnant, etc., etc. Ça vous donne vraiment une bonne base pour savoir quoi bosser en finale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Je vous félicite de l'avoir suivi et je vous souhaite une progression magnifique et de devenir badass.